Bonjour, honorable assistance. Nous avons l'honneur aujourd'hui de tenir ce webinaire sur les cardiopathies congénitales. Donc, on remercie les différents orateurs et les différents modérateurs pour le 16e cours de l'Académie marocaine pratique des cardiopathies congénitales qui sera organisé en collaboration avec la Société marocaine de cardiologie. Nous avons le plaisir d'avoir des experts en cardiopathie congénitale, donc ils vont nous entretenir donc, sur des cardiopathies congénitales, les trucs à savoir sur l'échocardiographie 3D et sur, sur la cardiologie interventionnelle. Et donc, sans tarder, je passe la parole au professeur Nadia Flat pour mener la discussion et pour mener la modération de cette session et de ce webinaire. À vous la parole, Madame Flat, et puis professeur Shraibi, docteur Jalal et docteur professeur Haddad, professeur Haddour Laila, ainsi que docteur Qbaj. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. C'est professeur Hattor. On s'était mis d'accord avec Nedia que j'allais présenter le premier orateur. Donc, à mon tour de remercier la Société marocaine de cardiologie de s'être associée à l'AMP2C, donc coordonnée par le professeur Saïd Shraibi, connu pour son dynamisme dans la formation et l'apprentissage continu en matière de cardiopathie congénitale. Merci Saïd de m'avoir associé. Donc, nous sommes co-présidents de la filiale des cardiopathies congénitales au sein de la Société marocaine de cardiologie. Sans plus tarder, je te présente, Saïd. Aujourd'hui, tu t'es intéressé à un sujet original et intéressant et pratique. Je suis sûre qu'on va apprendre beaucoup de choses sur les trucs et astuces dans le diagnostic des cardiopathies congénitale en échocardiographie. Donc, comme on le sait tous, l'échocardiographie est au centre de la prise en charge des cardiopathies congénitales. C'est un outil indispensable malgré les progrès en matière d'imagerie, IRM et scanner. L'échocardiographie est un examen non invasif et facile d'accès et qui nous permet donc de faire le diagnostic de pratiquement toutes les cardiopathies congénitales. Mais comme on le sait, vu la variété, la variabilité des aspects des cardiopathies congénitales, on a besoin de trucs et astuces en pratique quotidienne. Et c'est le titre de ta présentation. Et donc, sans plus tarder, je te passe la parole, Saïd, euh, sur trucs et astuces à l'ETT des cardiopathies congénitales. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Est-ce que- Oui, Merci. Alors, merci beaucoup, Leïla, et merci à la Société marocaine de cardiologie d'avoir accepté de partager ce cours avec la MP2C. Nous sommes vraiment fiers et honorés d'avoir avec nous Monsieur le Président de la Société marocaine de cardiologie. Et je voudrais aussi remercier tous les modérateurs qui n'ont pas hésité une seconde à accepter de modérer ces deux sessions. Je voudrais remercier Madame le professeur Nadia Fillad, professeur Haddour, docteur Qabbaj, et aussi notre ami professeur, docteur Jalal Zakaria, qui nous vient de Bordeaux et qui nous fait toujours le plaisir et l'honneur d'être parmi nous et qui n'a jamais dit non à aucune manifestation. Voilà, donc comme tu as dit, Leïla, c'est un topo qui est un petit peu particulier. C'est moi qui l'ai choisi. Et enfin, il est particulier parce que c'est pas un topo habituel. On va pas parler d'un seul sujet. On va parler un petit peu des trucs, astuces en ETT. Donc, ça sera essentiellement l'ETT. Et vous allez voir, on va pas parler de tout, hein, parce que c'est impossible de parler de tous les trucs et astuces en cardiologie pédiatrique. J'ai choisi quelques thèmes, quelques astuces, quelques trucs pour vous, pour les jeunes, pour les moins jeunes. Et enfin, l'objectif, c'est de discuter par la suite et de sortir avec des idées claires. Vous allez voir que de temps en temps, je vais sauter un petit peu du coq à l'âne parce que c'est un petit peu comme ça. Donc, on va essayer de voir quels sont. Je me suis mis à la place d'un jeune cardiologue qui a parfois des difficultés à avoir certaines coupes, certaines incidences,
à étayer certains diagnostics. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai vu ce topo. Donc voilà, donc avant de commencer un petit peu de parler des astuces et des trucs, donc il faut que votre appareil soit bien réglé. Et trois éléments qui sont importants à mon avis. La première, c'est tout d'abord, il faut que réessayer au maximum de régler vos sondes et utiliser des sondes de haute fréquence, essentiellement chez le nouveau-né, entre 10 et 12 MHz, et chez l'adulte entre 1 et 3 MHz. Deuxièmement, quand vous utilisez le Doppler couleur, essayez d'ajuster l'indice de Nyquist. Si vous avez des vitesses qui sont élevées, notamment lors d'une sténose, une accélération du flux dans une cavité ou bien dans un vaisseau ou au niveau d'une valve, il faut utiliser des indices de Nyquist qui sont vers le haut. Quand vous avez des flux qui sont faibles, c'était le cas, par exemple, si vous voulez voir un flux veineux pulmonaire, si vous voulez voir un flux au niveau d'une coronaire, donc il faut baisser l'indice de Nyquist, il faut baisser les gains, et donc c'est comme ça que vous allez voir correctement. Troisièmement, essayez de rétrécir votre secteur de l'échographie. Donc plus le secteur est rétréci, plus la résolution est meilleure, plus il est large, plus la résolution est mauvaise. Alors, quand vous prenez une cavité ou bien un anneau d'une valve, donc il faut absolument chez les enfants, il faut toujours rapporter ça au Z-score, c'est très important. Donc pour les jeunes, encore une fois, hein. Alors, pour utiliser le Z-Score, vous avez des applications. Vous avez aussi vous rentrez sur Google, vous mettez le Z-Score en cardiologie pédiatrique ou bien structure de cardiologie pédiatrique et vous allez avoir des Z-Scores. Alors, les plus communément utilisés, c'est les Z-Scores de Boston. Il y a aussi des 3 ou 6, celui-là, ce que j'utilise moi le plus souvent. Et puis, concernant les coronaires, vous avez aussi ce Z-score que vous pouvez utiliser pour voir est-ce que vos coronaires sont dans les limites de la normale ou est-ce qu'ils sont, euh, en deçà ou bien au-delà. Alors, la clé d'un bon diagnostic en cardiologie pédiatrique, c'est l'analyse segmentaire à l'ETT. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important pour ne pas passer à côté de quelque chose. Donc, la première des choses, c'est de voir la position du cœur. Est-ce qu'il est en position dextro? Est-ce qu'il est en position lévocardie? Est-ce qu'il est en position mésocardie? Le situs abdominal, c'est très important, voir si les viscères abdominaux sont en position normale, est-ce qu'ils sont en miroir, est-ce qu'ils sont en position anormale. La latéralisation des oreillettes, c'est très important. Les veines suisses hépatiques, il faut toujours regarder les veines suisses hépatiques. Est-ce que ça draine dans la veine cave inférieure, juste avant son entrée dans l'oreille droite, et on va voir ça. La connexion des veines systémiques aussi. Est-ce qu'elle est normale, les veines systémiques, au niveau de l'oreillette droite? La connexion des veines pulmonaires dans l'oreillette gauche. Les connexions entre les oreillettes et les ventricules, parce qu'on peut avoir une discordance auriculo-ventriculaire et parfois aussi une bonne concordance. Et il faut aussi rechercher la bonne connexion auriculo-ventriculaire, ventriculo-artérielle. L'arche aortique, il faut suivre l'arche aortique, c'est très important, et voir les vaisseaux qui sortent de l'arche aortique, le tronc artériel brachiocéphalique, la carotide commune du côté gauche, et puis la sous-clavière gauche. Et aller jusqu'au bout, on va voir qu'il y a des cas où on peut se leurrer, hein. Donc, et croire que c'est une aorte alors que c'est pas une aorte. Et puis, bien entendu, les artères pulmonaires, essayez de les suivre au maximum en périphérie jusqu'au niveau des îles pulmonaires. Alors, on commence éventuellement par le situs abdominal. Et le situs abdominal, vous avez le plus souvent le situs, normalement, le situs soletus, où vous avez l'aorte qui est postérieure et à gauche, et vous avez la veine cave qui est au niveau antérieur et à droite. Et vous avez ici une coupe, enfin une vidéo qui montre un petit peu en longitudinal l'aorte abdominale qui est à gauche et la veine cave qui est à droite. Et je fais juste ce mouvement, je vous montre un petit peu ce mouvement comme ça. Le curseur, il est perpendiculaire à la table et vous faites ce mouvement à droite, à gauche pour visualiser si l'aorte, elle est bien à gauche et si la veine cave, elle est bien à droite.
Alors ici, vous avez un situs soletus avec une aorte qui est à gauche, et ici, vous avez un situs inversus où l'aorte, elle est bien à droite de la veine cave inférieure en coupe transverse. Alors, la juxtaposition de l'oreille, des auricules, ça aussi, c'est un élément qui est important et il faut savoir rechercher cette juxtaposition des auricules. Alors, la juxtaposition, c'est tout simplement lorsque vous avez les deux auricules gauche et droit du même côté des gros vaisseaux, hein, soit à droite, soit à gauche. Donc, la juxtaposition à gauche est la plus fréquente. La juxtaposition à droite est la moins fréquente et ça se voit essentiellement en cas de cardiopathie congénitale un petit peu complexe. Et ça peut avoir, donc, essentiellement dans les ventricules uniques, et ça peut avoir un impact éventuellement sur la chirurgie ultérieure de ces cardiopathies congénitales. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir rechercher ça. Et vous voyez un petit peu sur cette coupe l'aorte qui est à ce niveau-là. Et vous voyez aussi bien donc, les deux auricules, surtout l'auricule du côté gauche qui est à droite de l'aorte. Donc c'est une juxtaposition droite des deux oreillettes. Et vous voyez ici la confirmation au scanner où vous voyez un petit peu les deux auricules, aussi bien l'auricule droit que l'auricule gauche, qui sont à droite de l'aorte. Alors, il faut toujours s'assurer que les veines suces hépatiques drainent au niveau de la veine cave inférieure, juste avant son abouchement dans l'oreillette droite. Vous avez ici l'oreillette droite, la veine cave inférieure et les veines suces hépatiques qui drainent bel et bien au niveau de cette veine cave inférieure. On voit ici, encore une fois, on peut ralentir, vous pouvez vous mettre en zoom et voir si les veines caves drainent, donc comme vous le voyez ici, au niveau de la veine cave inférieure. Pourquoi? Parce que parfois, on peut avoir une veine cave qui est interrompue, et on peut avoir parfois des cardiopathies complexes où les veines sushépatiques, ils peuvent drainer directement dans l'oreillette droite. Et ce drainage des veines sushépatiques directement dans l'oreillette droite peut avoir un impact sur la chirurgie de certaines cardiopathies, notamment lorsqu'on va faire une anastomose cavo-pulmonaire totale. Alors ici, vous voyez, donc je vous montre un petit peu une vidéo qui montre une interruption de la veine cave inférieure. Justement, donc on voit ici l'oreillette droite, on voit les veines sushépatiques qui drainent directement dans l'oreillette droite, et j'essaye à maintes reprises de voir si je trouve une veine cave inférieure. À aucun moment je ne tombe sur la veine cave inférieure. Et ici, en coupe transverse, vous avez une veine azykos qui est à droite qui est à gauche de l'aorte à ce niveau-là et qui va remonter jusqu'au niveau de la veine cave supérieure en cas d'interruption de la veine cave inférieure. Alors, de temps en temps, vous allez voir des structures au niveau de l'oreillette droite, comme ici. Ça correspond à la valvule d'Eustachi. Et la valvule d'Eustachi, donc elle se situe à l'abouchement de la veine cave inférieure dans l'oreillette droite. Il faut la différencier de la valvule de Tébécius, qui peut aussi faire saillie dans l'oreillette droite, et qui, elle, c'est une valvule à l'abouchement du sinus coronaire dans l'oreillette droite. Donc, lorsqu'on essaie d'ouvrir le sinus coronaire, on va voir qu'elle se situe au niveau de l'abouchement du sinus coronaire. Et donc, ça sera une veine de Tébésius et non pas une valve de Stachy. Alors, en suprasternal, quand on se met en suprasternal, on voit cette coupe, donc il faut essayer de trouver. Donc, vous avez ici l'aorte qui est coupée en transverse, et vous avez ici l'artère pulmonaire du côté droit, et vous avez la veine cave supérieure qui croise en avant l'artère pulmonaire droite. Et donc, c'est une coupe qui est très intéressante en cardiologie pédiatrique, surtout quand vous avez une anastomose cavo-pulmonaire, comme il est le cas ici, où vous allez voir l'anastomose, donc de façon très claire et nette. Et vous allez voir, est-ce que l'anastomose, elle est perméable? Est-ce que le flux, il est antérograde? Donc, vous avez ici l'artère pulmonaire du côté droit, vous avez la veine cave supérieure et l'anastomose à ce niveau-là. Alors, ici, c'est juste pour vous montrer un petit peu l'association lorsque vous trouvez un sinus coronaire dilaté comme il est le cas ici. Donc, qui draine les veines coronaires vers l'oreillette droite. Donc, ici, vous pouvez déjà le suspecter
en couplant axe ici. Donc, vous avez le sinus coronaire en transverse que j'essaie d'ouvrir en longitudinal et il va aller se drainer vers l'oreillette droite de l'autre côté. Alors, le plus souvent, il est en rapport, donc il est dilaté parce qu'il est en rapport avec un drainage de la veine cave supérieure gauche ici que vous voyez très bien. L'aorte, elle est là. À gauche de l'aorte, vous avez une veine cave supérieure gauche qui va aller drainer vers le sinus coronaire qui est sur le plancher. Donc, comme vous le voyez ici, au niveau du plancher de l'oreillette gauche. Ici, vous avez la veine cave supérieure droite de l'autre côté. Alors, ici, c'est juste pour vous montrer que parfois on peut avoir un tronc veineux innominé, une veine brachiocéphalique, comme vous la voyez ici, donc qui va ramener le sang du côté gauche du corps, de la partie supérieure du corps vers la veine cave supérieure droite. Donc ici, c'est très important de savoir s'il y a un tronc veineux innominé ou pas. Et là, je vous montre une situation qui est un petit peu particulière d'un nourrisson qui est cyanosé. On a cherché par tous les moyens l'explication à cette cyanose. Il est désaturé à 90%. Et au fait, c'était encore une fois par voie suprasternale. C'était une veine cave supérieure gauche que vous voyez ici qui va drainer directement. Normalement, elle devrait aller, quand elle existe le plus souvent, à travers le sinus coronaire et donc vers l'oreillette droite. Et ici, donc il n'y a pas de toit du sinus coronaire. Et donc vous avez la veine cave supérieure gauche qui draine directement dans l'oreillette gauche. Donc ça constitue un shunt droite-gauche. C'est une veine systémique. Donc droite, gauche vers l'oreillette gauche. C'est ce qui explique la cyanose. Cet enfant a été opéré, il va très bien. Alors, comment évaluer le sens de l'arche aortique? Alors, le sens de l'arche aortique, on va tenir compte essentiellement, bien sûr, on se met en suprasternal, on va tenir compte essentiellement du tronc artériel brachiocéphalique. Vous avez ici la sous-clavière gauche, la carotide commune gauche et le tronc artériel, le tronc artériel brachiocéphalique. Et vous voyez qu'il se dirige vers la droite. Donc, c'est un arc aortique qui est à gauche. Et on se met en petit axe, d'accord? Vous avez ici l'aorte qui est en coupe transverse et le premier vaisseau qui quitte l'aorte, pardon, le premier vaisseau qui quitte l'aorte, c'est celui-là, c'est le TABC, il se dirige à droite, donc l'arc aortique, il est à gauche. Alors, il y a certaines coarctations qui sont un petit peu, donc on est en train de parler d'astuces et de trucs. Il y a certaines coarctations qui sont parfois difficiles à voir. Pourquoi? Parce qu'elles sont trop bas situées dans l'aorte descendante. Et une des astuces qu'on peut utiliser, c'est de voir l'aorte abdominale, comme vous voyez ici, l'aorte abdominale. Et vous mettez un flux sur l'aorte abdominale et vous allez remarquer que cette aorte n'est pas pulsée et qu'elle a un flux qui est complètement démodulé. Bien entendu, il faut rester clinicien. Le meilleur moyen, c'est de palper les poumons fémoraux. Et le deuxième élément, le deuxième message clé, c'est de mesurer la pression artérielle au membre supérieur et au membre inférieur. Et si vous avez un différentiel de pression qui est au-delà de 20 mm de mercure, c'est très très en faveur, bien entendu, d'une coarctation de l'aorte significative. Alors, un autre élément, toujours, on est en suprasternal, donc on est toujours en suprasternal. Vous voyez que c'est une coupe qui peut nous donner énormément d'informations. Et encore, hein, j'ai pas montré tout. Donc ici, vous voyez une interruption de l'arche aortique. À ce niveau-là, c'est une interruption, pardon, qui est qui est de type A parce qu'elle survient au-delà de la sous-clavière gauche, elle survient à ce niveau-là. Et chose importante, pourquoi j'ai montré un petit peu ces diapositives, parce que quand on est un petit peu jeune, on peut se tromper et prendre ça comme une artère pulmonaire du côté gauche, alors que ici, vous avez le canal artériel qui va irriguer la partie descendante de l'aorte et aussi la partie ascendante. Donc, vous voyez un flux rétrograde sur l'aorte ascendante pour bien sûr aller irriguer et pour aller irriguer les coronaires essentiels.
Ça, c'est l'artère pulmonaire gauche. Ça, c'est le canal artériel. Et ici, vous avez la bifurcation de l'artère pulmonaire. Et ici, vous avez l'arc aortique. Alors, on passe maintenant à la bicuspidie aortique. Et je voulais vous montrer juste deux astuces concernant, on ne va pas faire un cours sur la bicuspidie, mais juste pour vous dire que la bicuspidie aortique, elle se voit en systole. Et ça, c'est important. Regardez cette coupe. Donc, en diastole, on a l'impression que c'est une valve qui est tricuspide. Et quand quand je mets le ciné-loop, vous voyez qu'en systole, lorsque la valve est ouverte, elle a donc c'est une bicuspidie de type 1 avec un rafet médian ici qui est entre le sinus coronaire gauche et le sinus coronaire droit. Ici, on voit très très bien. Vous voyez ici en diastole, donc, donc on voit qu'il y a trois cusps, mais au fait, c'est une bicuspidie. Vous voyez ici à l'ouverture en systole, donc c'est bel et bien une bicuspidie. Et là, je voulais juste vous montrer le cas typique d'une valve normale, c'est-à-dire tricuspide. Ici, les trois feuillets, et ici, on voit très bien les trois cusps qui sont ouverts. Alors, deuxième astuce que je voulais vous montrer concernant la bicuspidie et que j'ai vu dernièrement, c'est pour ça que j'ai pensé un petit peu à ça. Donc, juste devant une dilatation, même modérée, de l'aorte chez un nourrisson comme ça, donc il faut tiquer. Il faut se dire peut-être qu'il y a une bicuspidie aortique. Donc là, on confirme la dilatation de l'aorte ascendante. Et ici, vous voyez qu'il y a bel et bien une bicuspidie en systole. Donc, quand vous voyez une dilatation, parce que souvent, en cas de bicuspidie, vous avez une véritable aortopathie de l'aorte ascendante et il faut toujours penser. Alors, quand vous êtes devant un nouveau-né et qu'il y a une sténose aortique, il faut penser à l'unicuspidie. Donc, comme on voit ici, donc là, c'est l'aorte, là, c'est l'artère pulmonaire, et là, vous voyez les coronaires qui sortent de l'aorte, et vous voyez une unicuspidie, c'est la plus fréquente chez le nouveau-né. Et il ne faut pas oublier aussi la quadricuspidie. On peut avoir 4 cuspes, 4 feuillets au niveau Donc ça, c'était juste pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble une quadricuspidie. Ici, elle était accompagnée d'une fuite aortique majeure. Et là aussi, le patient, il a été opéré. Alors, juste un petit mot concernant la sténose sus-valvulaire qui est parfois difficile à voir, hein. Donc, quand vous avez une hypertrophie des parois du ventricule gauche et que vous ne voyez pas d'obstacle, notamment en sous-valvulaire, au niveau d'une coarctation de l'aorte, donc il faut essayer d'aller chercher l'aorte un petit peu ascendante dans les premiers centimètres, dans toute sa hauteur, dans la mesure du possible. Et vous voyez ici qu'il y a une sténose supravalvulaire. Et là, qu'on essaie de voir encore une fois en coupe 5 cavités. Et on se met, bien entendu, en suprasternal et on essaie de dégager l'aorte ascendante. Et comme ça, on dégage un flux de sténose hyper serré de cette sténose supravalvulaire. Alors maintenant, on passe à un autre volet, ce sont les veines pulmonaires. Il faut dire que parfois on a du mal à checker les veines pulmonaires. Or, on a plusieurs façons de les checker. La meilleure façon, surtout chez les nouveau-nés, le nourrisson, c'est de voir en suprasternal. Encore une fois ici, donc vous avez l'aorte, vous avez la veine cave supérieure qu'on a montré tout à l'heure, vous avez l'artère pulmonaire du côté droit et vous avez l'oreillette gauche. Et c'est ce qu'on appelle la coupe en araignée. Donc, vous voyez ici les 4 veines pulmonaires. Alors, il faut dire que parfois, on ne les voit pas, les 4 en simultané, hein. Donc, on peut voir 2 par 2, c'est tout à fait possible. Et donc, vous voyez ici la veine pulmonaire supérieure droite, inférieure droite, supérieure gauche, inférieure gauche. Et on peut aussi les checker par la voie long-axe, par la coupe long-axe, où vous voyez la veine pulmonaire inférieure gauche rentrer dans l'oreillette gauche ici. Ici, vous avez les 2 veines pulmonaires supérieure gauche et supérieure droite. Et vous avez ici la veine pulmonaire inférieure gauche. On ne voit pas son entrée en couleur, mais si je modifie un petit peu les incidences et la coupe, je vais avoir une coupe un petit peu qui ressemble à ça, où vous voyez très très bien la veine pulmonaire inférieure gauche
qui rentre dans l'oreille gauche. Bon, voilà, c'est important de checker les veines pulmonaires à chaque fois. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Alors, la valve tricuspide, elle aussi, en cardiologie pédiatrique, elle peut être parfois difficile à checker et à voir en totalité avec les trois feuillets. Donc, je voulais montrer un petit peu aux jeunes les différents feuillets, les trois feuillets, même si parfois on peut avoir 4-5 feuillets de la valve tricuspide, où vous voyez, pardon, où vous voyez ici en 4 cavités. Enfin, en cas de cavité, ici, vous avez le feuillet antérieur et le feuillet septal. Quand vous êtes en long axe et que vous béquillez vers l'inlet, c'est-à-dire vers voilà, de voie d'admission du ventricule droit, vous allez avoir le feuillet antérieur et le feuillet postérieur. C'est ce qu'on voit ici, feuillet antérieur et feuillet postérieur. Ça, c'est une coupe qui est longitudinale, grand axe parasternal gauche, qui est orientée vers le ventricule droit, vers la chambre d'admission du ventricule droit. Aussi, quand on se met ici en parasternal petit axe, vous avez ici l'aorte, l'oreille gauche, vous avez ici la valve tricuspide, vous avez le feuillet septal, vous avez le feuillet antérieur et le feuillet postérieur. Et quand vous vous mettez en sous-costal, vous pouvez aussi analyser la valve tricuspide parfois de façon assez nette en visualisant le feuillet septal qui est le plus facile à voir, le feuillet septal qui est accolé au septum interventriculaire, le feuillet postérieur et le feuillet antérieur. Alors, ici, je vous mets juste un cas pour mettre en exergue un petit peu cette étude de la valve tricuspide, où vous voyez ici une dilatation très très importante de l'oreillette droite, et on soupçonne une anomalie de la valve tricuspide. En fait, quand on voit la valve tricuspide en petit axe ici, avec les trois feuillets, ils sont tout à fait corrects. En sous-costal ici, le feuillet septal, le feuillet postérieur, le feuillet antérieur, tout est correct, il n'y a pas de souci. Donc la fuite n'est pas importante, n'est pas responsable de la dilatation. Donc c'est une dilatation, ce qu'on appelle une dilatation idiopathique de l'oreillette droite, qui est rare, qui est une malformation rare en cardiologie pédiatrique. Alors une astuce et un truc aussi qui est difficile parfois à voir, ce sont les sténoses médio-ventriculaires du VD. Donc vous voyez ici, donc, on a une hypertrophie du ventricule droit, on a un petit aliasing qu'on essaie de voir, mais on ne voit pas très bien la sténose médio-ventriculaire. La valve pulmonaire, elle est normale. Au-dessus de la valve pulmonaire, c'est tout à fait correct. Et vous voyez ici un diaphragme musculaire, c'est la bandelette musculaire qui constitue la sténose pulmonaire médio-ventriculaire qui va séparer le ventricule droit en deux chambres et vous voyez que la sténose est hyper serrée. Donc c'est souvent associé à des CIV musculaires, ces sténoses ventriculaires. Et le plus important, c'est que si vous voulez les voir de façon très simple et très facile, vous vous mettez en sous-costal comme ça et vous dégagez la voie de chasse droite ici. Ça, c'est le ventricule droit. Ça, c'est le ventricule gauche. Ça, c'est l'artère pulmonaire. La valve, vous la voyez ici. Et s'il y a une sténose médio-ventriculaire, vous allez la voir ici au niveau de la bande modératrice du ventricule droit. Alors, ici, c'est une autre astuce aussi à voir et à avoir en tête, c'est que on a une CIV qui a l'air d'être modérément large, avec un shunt gauche-droite. Le shunt, le gradient sur le shunt, je suis sur la CIV, n'est pas très élevé. Donc la première des choses, quand on a un shunt comme ça et un gradient de pression entre le ventricule gauche et le ventricule droit qui est faible, on se dit que la pression dans le VD, elle est élevée. Et la pression élevée dans le ventricule droit, le plus souvent, quand la CIV elle est large, le plus souvent, c'est de l'hypertension pulmonaire, qui est à l'origine d'une pression systolique élevée dans le VD. Mais l'astuce, c'est qu'il faut toujours, avant de dire que c'est des pressions pulmonaires élevées, éliminer une sténose pulmonaire. Et là, vous voyez très très bien, je suis en petit axe, l'aorte ici, l'artère pulmonaire là, l'artère pulmonaire gauche, l'artère pulmonaire droite, et vous voyez qu'il y a une sténose significative de l'artère pulmonaire gauche, à l'origine de l'artère pulmonaire gauche, avec un gradient qui est à 67 mm de mercure.
c'est ce qui va élever la pression dans le VD et c'est ce qui va baisser le gradient de pression entre le ventricule gauche et le ventricule droit. Autre importante astuce et situation dans laquelle on est confronté, c'est lorsque vous avez une dilatation des cavités droites. Lorsque vous avez une dilatation des cavités droites, ça peut être soit de la surcharge barométrique à un stade avancé de pression élevée, soit à une surcharge volumétrique, comme dans les CIA par exemple. Alors, les CIA ostium secundum, on les voit facilement. Les CIA ostium sinus venosus supérieur, il faut les chercher systématiquement. Et l'astuce, c'est qu'il faut se mettre en position sous-costale, en coupe sous-costale, entre la veine cave inférieure et la veine cave supérieure, et vous allez voir qu'il y a souvent une CIA sinus venosus supérieure, comme il est le cas ici. Vous voyez qu'ici, on ne voit pas de CIA, ici, on ne voit pas de CIA, et pourtant, il y a une CIA. Deuxième situation, c'est que ici, regardez, on a une dilatation des cavités droites, vous le voyez ici, il n'y a rien ici, on ne voit rien. Ici, j'ai checké le sinus venosus supérieur, il n'y a rien du tout. Et vous voyez qu'il y a une CIA du sinus venosus inférieur. Il faut savoir que ça existe, c'est rare, c'est extrêmement rare, mais ça existe. Il faut la chercher, il faut multiplier les incidences, les coupes, et vous voyez ici le shunt à travers cette CIA du sinus venosus inférieur. Encore une fois, quand vous avez une dilatation inexpliquée des cavités droites, il faut absolument checker les veines pulmonaires comme on l'a fait tout à l'heure. Et vous voyez ici qu'il y a une veine pulmonaire inférieure gauche, vous la voyez ici. Donc ce n'est pas un retour veineux pulmonaire anormal total, c'est un retour veineux pulmonaire anormal partiel. Vous voyez ici une veine verticale qui remonte. Donc il n'y a pas de raison que je suis en suprasternal ici, hein. Je suis en suprasternal, vous avez l'aorte là, et vous avez un vaisseau qui remonte, il s'inscrit en rouge, il remonte vers le tronc veineux innominé, et puis par la suite vers la veine cave supérieure droite. C'est un retour veineux pulmonaire anormal partiel, supérieur de gauche dans la veine innominée, et puis par la suite vers la veine cave supérieure droite. Alors, autre chose qui peut tracasser un petit peu les jeunes, c'est la description des berges de la CIA. Et pour étudier correctement une CIA au sium secundum, et ça, Zakaria, il va nous le montrer tout à l'heure lors des fermetures de KT, pour fermer une CIA au sium secundum, on a besoin d'étudier correctement les berges. Et comme vous le voyez ici, je me mets en coupe intercave, la veine cave supérieure, la veine cave inférieure. Vous avez la berge cave supérieure, la berge cave inférieure. Ici, je suis en sous-costal toujours, je suis en coupe sagittale, et vous voyez la berge postéro-supérieure et la berge postéro-supérieure, pardon, et la berge postéro-inférieure. Ça, c'est le septum postérieur. Le septum postérieur est très important pour la fermeture percutanée de la CIA. Il faut absolument qu'il soit bien développé. Et donc, c'est ce qu'on voit un petit peu ici. Donc ici, vous avez la berge rétro-aortique qui est le plus souvent absente, et le plus souvent, ça ne dérange pas beaucoup les cathétériseurs. Et vous avez la berge postérieure ici, il faut qu'elle soit présente, c'est important. Alors, chercher une CIV, donc ça, c'est des choses qui sont banales, mais qui sont très importantes. Donc, parfois, donc c'est pour ça qu'il faut sculpter correctement les patients. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. J'examine le patient, je fais une échographie sans sculpter. Le pédiatre m'envoie le patient, il me dit, je te l'envoie, parce qu'il a un souffle, et il faut rechercher une CIV. Donc je recherche, et rapidement je me dis, il n'y a pas de CIV, c'est un souffle fonctionnel. Mais quand je sculpte correctement le patient, je trouve que le souffle n'est pas un souffle fonctionnel, c'est un souffle de CIV en rayon de roue assez typique. Donc il faut checker en long axe, il faut checker en cas de cavité, il faut checker en petit axe essentiellement les CIV infundibulaires, les CIV sous-aortiques, les CIV périmembraneuses à ce niveau-là. Et je voulais vous montrer deux types de CIV, juste deux cas, parce qu'on ne peut pas tout montrer. Donc deux cas qui sont assez rares. Donc les CIV infundibulaires qui sont juste sous la valve pulmonaire, vous le voyez. Donc le plus souvent, la CIV au niveau de la voie d'éjection, elle est au niveau, à côté de la tricuspide, au niveau périmembraneux. Et vous voyez ici, on la voit encore une fois, cette CIV. Alors l'astuce
L'astuce, dans ce cas précis, c'est qu'elle va se déverser directement dans l'artère pulmonaire. Et le truc, c'est qu'il ne faut pas la prendre pour une sténose pulmonaire. C'est important. Regardez la valve pulmonaire sans couleur. Vous allez voir que la valve pulmonaire, elle s'ouvre correctement. Et le flux, c'est le flux de CIV et ce n'est pas du tout le flux de sténose pulmonaire. Deuxième type de CIV que je voulais vous montrer et auquel il faut faire très très attention, ce sont les CIV du septum interauriculo-ventriculaire. Vous avez ici le septum interventriculaire, le septum interauriculaire ici, et vous avez au niveau du septum interventriculo-auriculaire, c'est-à-dire entre le ventricule gauche et l'oreillette gauche, vous avez cette CIA, ce qu'on appelle cette CIV qui s'appelle la CIV de Gerbode, et vous voyez ici le shunt qui est avant la valve tricuspide. Alors, autre élément important, c'est que parfois, on peut être embêté, on peut confondre une valve mitrale et une valve tricuspide, ça nous est arrivé tous. Et pour faire la différence, ici, vous voyez que cette valve, je suis en position normale, hein. Mon curseur, il est en position normale. Vous voyez que cette valve, elle est plus apicale que cette valve. Vous voyez en petit axe que je suis en L, position des gros vaisseaux. Ça, c'est important à voir, c'est très important. Et vous voyez ici, quand je me mets en petit axe, cette valve est la valve tricuspide et cette valve est bel et bien une valve mitrale. Donc, on va s'aider un petit peu de tous les moyens pour, ça c'est une double discordance avec une valve tricuspide à ce niveau-là qui est en position, on ne va pas dire systémique, puisque c'est un ventricule unique à double rentrée. Et dans ce cas précis, encore une fois, je vais vous montrer comment faire une analyse segmentaire pour faire la différence. Alors ici, on est devant une atrésie de cette valve et cette deuxième valve AV, elle est normale. Et pour faire la différence, encore une fois, cette valve, elle est plus apicale que celle-là. Ce ventricule, on a l'impression qu'il est lisse, il rappelle un ventricule gauche. Ce ventricule, il est plus travéculé, il rappelle le ventricule droit. Ce ventricule gauche, il donne naissance à ce vaisseau qui va se bifurquer et qui est l'artère pulmonaire. Je vais vous le montrer. Donc là, vous voyez que c'est une artère pulmonaire, d'accord? Et l'autre vaisseau, c'est une aorte qui sort de ce ventricule droit. Donc ici, juste pour vous montrer que cette oreillette, cette grosse oreillette, elle reçoit les veines pulmonaires, donc c'est une oreillette gauche, et cette valve qui est là, donc en principe, les oreillettes, ils suivent les veines pulmonaires, les veines, soit pulmonaires, soit systémiques, et les valves AV, ils suivent un petit peu les ventricules. Ce ventricule droit est très probablement en dessous de cette valve qui est probablement tricuspide en position, systémique. Alors, vous voyez ici l'aorte qui sort de ce ventricule. Donc, je suis en bas à gauche, hein. En bas à gauche, vous voyez cette aorte qui sort de ce ventricule, qui est le ventricule droit qui est travéculé. Et vous voyez cette artère pulmonaire qui sort de ce ventricule lisse qui rappelle le ventricule gauche. Donc, on est devant une atrésie de la valve mitrale à ce niveau-là, qui est à droite, et une valve tricuspide à gauche qui est en position systémique, dans une double discordance auriculo-ventriculaire et ventriculo-artérielle. Alors, parfois, on est embêté et on ne sait pas différencier entre une aorte et une artère pulmonaire. Ça arrive, ça arrive. Alors, je vous montre juste les astuces pour les différencier. Il faut dire que l'artère pulmonaire, elle se bifurque en deux, d'accord? Et donc ici, vous voyez très bien ça, c'est une artère pulmonaire qui se bifurque en deux, il est en position normale. Et là, on est devant une détransposition des gros vaisseaux avec des anneaux qui sont côte à côte. Et comment faire la différence? Vous voyez que les coronaires, ils naissent de l'aorte, d'accord? Ils naissent de cette aorte. Donc, toujours cédé du sinélo, vous voyez que la coronaire, elle sort bel et bien de ce vaisseau qui est l'aorte et l'autre qui est l'artère pulmonaire qui va bifurquer en deux. Alors, autre situation et autre astuce,
c'est que quand vous êtes devant une aorte qui est à cheval, vous mettez, la première des choses, on se met en long axe, et on a une aorte à cheval. Est-ce que c'est toujours un phallo? Non. Non. Je vais vous montrer que ici, on est devant un phallo typique avec une sténose pulmonaire, avec une CIV conotroncale, il n'y a pas de souci. Mais ça peut se voir aussi dans les phallos avec agénésie de la valve pulmonaire. Vous voyez ici qu'il n'y a pas de valve pulmonaire. L'artère pulmonaire est dilatée alors que dans la majorité des phallos, elle est de petite taille. Vous voyez ici encore une fois l'aorte qui est à cheval sur le septum. Et vous voyez ici, il y a une fuite et il y a une sténose, les deux en même temps. La troisième situation où vous avez une aorte à cheval, c'est l'atrésie pulmonaire avec CIV, ou bien ce qu'on appelle l'abso. Vous voyez ici, j'essaie de chercher l'artère pulmonaire en petit axe. Ça, c'est l'aorte. Ça, c'est la bifurcation de la paix, mais je ne vois pas le tronc de l'artère pulmonaire. L'artère pulmonaire est atrétique. Encore une fois, on la voit ici sur cette coupe petit axe. La quatrième situation, on peut avoir une aorte à cheval, encore une fois, comme on le voit ici. Regardez, l'aorte, elle est à cheval. Mais ce n'est ni un phallo, ni une atrésie pulmonaire à septum ouvert. C'est un truncus arteriosus, c'est un tronc commun. Vous voyez la valve troncale ici, le départ de l'aorte et l'artère pulmonaire qui sort de ce tronc commun et qui va se diviser en deux. Donc, quand vous êtes devant une aorte à cheval, donc posez-vous la question, c'est pas toujours un phallo. Alors ici, je remercie le professeur Al-Kalimi qui m'a remis ces images pour vous montrer une astuce ou un truc qui peut prêter à confusion. Ici, on est devant une transposition des gros vaisseaux en long axe. Vous avez la sortie des deux vaisseaux en parallèle, l'artère pulmonaire qui sort du VG et l'aorte qui sort du VD. Et vous avez ce cas un peu particulier que nous avons montré il y a quelques temps, qui peut simuler une transposition des gros vaisseaux. On peut prendre ce vaisseau-là pour une artère pulmonaire qui sort du VG. Or, c'est une aorte qui donne naissance à une artère pulmonaire du côté droit. C'est rare, mais juste pour vous dire que les gros vaisseaux, il faut savoir les suivre. C'est important pour être sûr que c'est une AP, pour être sûr que c'est une aorte. Voilà les particularités de la valve mitrale. C'est un temps crucial de l'étude échocardiographique. Donc ici, vous voyez qu'il y a une membrane supramitrale. Donc ça, c'est assez classique. Deuxièmement, les fentes mitrales. Ici, une fente mitrale dans le cadre d'un CAV. Vous voyez que la fente mitrale, elle est perpendiculaire au septum interventriculaire. Vous la voyez ici, la fente mitrale antérieure. Ici, vous avez une fente mitrale antérieure isolée, sans CAV, et vous voyez sa direction qui est plutôt vers la voie d'éjection droite. C'est différent du CAV. Et ici, vous voyez une fente mitrale postérieure. C'est rare, mais il faut savoir que ça existe. Donc, il faut la chercher, c'est important. Quand on est devant une IM, il faut chercher le mécanisme. Et parmi les mécanismes, il y a cette fente mitrale du feuillet postérieur aussi qui existe. Alors, l'orifice mitral à double orifice, donc là, je voulais vous montrer une astuce pour diagnostiquer les doubles orifices mitraux, c'est le ciné-loop. Il faut enregistrer une coupe en petit axe et et vous voyez ici les deux orifices mitraux de la valve mitrale. Alors les piliers, ça aussi c'est important. Ça, c'est des piliers qui sont tout à fait normaux. Ça, c'est des piliers qui sont en rotation anti-horaire dans le cadre d'un CAV. Et là, vous voyez un cas un peu particulier de présence de trois piliers. C'est très très important d'étudier les piliers et les cordages dans une valve mitrale pour étudier le mécanisme d'un éventuel rétrécissement, d'une éventuelle insuffisance mitrale. Alors les ischémies, les IM ischémiques chez les bébés aussi, il faut savoir les rechercher. Vous voyez les cordages qui sont blanchâtres, qui sont ischémiés, les cordages et les piliers qui sont ischémiés. Et vous voyez ici une dilatation de la coronaire. Ouais. Je sais pas comment. Je crois que c'est l'ordinateur qui a bugué. Je suis vraiment désolé. Je pense qu'on va se contenter. Bon, il me restait quelques diapositives, mais je pense qu'on est dans les temps. J'ai dépassé un petit peu les temps. Et je pense qu'on va passer la parole à notre ami
Leila Dor pour continuer la modération. Merci beaucoup. Merci Saïd pour ce tour d'horizon très, très vaste des cardiopathies congénitales. On aura l'occasion d'en discuter. J'en profite pour rappeler à l'audience de poser des questions sur le, l'icône questions-réponses. Il y en a eu quelques-unes déjà, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Et je vais passer la parole à mon ami professeur Nadia Fellès pour introduire Dr Zakaria Jalel. À toi la parole, Nadia. Merci beaucoup, Leïla. Donc, je voudrais quand même remercier Monsieur le Président, professeur Nazi et notre professeur Charaibi pour tout ce qu'il fait pour la cardiologie congénitale. C'est un militant, il persévère, Inch'Allah, et c'est magnifique ce qu'il fait. Donc, moi, là, je suis là effectivement pour modérer un peu ces tables. J'ai pas l'habitude de beaucoup en faire en webinar, mais là, la cardiologie congénitale interventionnelle je reste en adoration pour ce chapitre-là. Et donc là, je vais redécouvrir cette cardiologie que j'ai arrêté de faire depuis quelques temps. Et je vais inviter le docteur Zakaria Jalel, que je ne connais pas très bien, mais qui serait un grand Marocain qui fait de très belles choses à Bordeaux. Et on va l'écouter, on va le voir. À vous la parole. Docteur Jalel, excusez-moi, je suis grippée. Mer- Merci beaucoup. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci pour cette introduction. Merci pour l'invitation. Pardon. Euh, je remercie vraiment mon ami professeur Streiby pour effectivement ce qu'il fait. Je vous rejoins tout à fait, professeur Fullat. C'est un drôle de monsieur qui fait beaucoup, beaucoup de choses et de manière assez superbe. Et je suis très content de répondre à son appel. Et je te félicite aussi pour ton topo, Saïd, qui est une excellente introduction, très didactique et ça montre toute l'expérience et toute la connaissance que tu as. Donc, c'est vraiment une super introduction. Moi, je vais vous parler du cathétérisme congénital. Effectivement, je travaille à Bordeaux. Je suis né au Maroc. J'ai fait mes études en France et je travaille dans le laboratoire de l'équipe de Bordeaux. Et je viens aussi travailler ici avec professeur Streiby, entre autres, pour essayer de faire avancer, en tout cas, de collaborer avec les équipes marocaines. Donc, moi, pour vous parler du KT, j'ai décidé de commencer en nous rappelant ce qu'est le KT aujourd'hui. Pour savoir ce qu'est le KT aujourd'hui, il faut se souvenir que la discipline, elle a presque un siècle. Ça fait 97 ans que Werner Forssmann a fait le premier cathétérisme cardiaque chez l'homme. Et c'est important de rappeler ça parce qu'il s'est cathétérisé lui-même. Donc, le premier cathé fait chez l'humain, ça a été fait avec une sonde urinaire qu'un monsieur s'est introduit dans la veine brachiale, comme vous le voyez ici, et puis il a poussé cette sonde urinaire, poussé. Il est allé dans le service de radiologie, il a fait un cliché du thorax, et puis il a montré qu'on pouvait accéder aux cavités cardiaques via les vaisseaux. Euh, il a été viré, évidemment, comme toute personne un petit peu disruptive. Il est devenu urologue et puis il a fini par avoir le prix Nobel un petit peu plus tard. Ça, c'était pour la petite histoire. Toujours est-il que le cathétérisme cardiaque a ensuite prospéré via les coronaires, notamment. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'un cath lab, c'est ça, c'est-à-dire que c'est des bijoux de technologie. On est capable de faire beaucoup, beaucoup de choses, comme on va le voir. On est aussi capable de cathétériser des êtres humains qui ne sont pas encore nés. Ça, c'est un cathétérisme cardiaque fœtal. Vous voyez qu'on peut dilater la valve aortique d'un fœtus. Et puis, on a fait une première à Bordeaux cette année. On peut cathétériser quelqu'un qui se trouve sur un autre continent. Donc ça, c'est l'équipe de cathétérisme structurel du CHU de Bordeaux qui a mis un mitraclip à un patient qui se trouvait en Chine, à Xiamen, en manipulant un joystick qui permettait de guider des cathéters à plus de 8000 km de là. Voilà, c'est pas de la science-fiction, c'est des choses qui se font et qui vont se faire de plus en plus. Alors, on va rester humble, on va, dans les cardiopathies congénitales, faire des choses moins compliquées. Saïd m'a demandé de parler à la fois du cathé diagnostique et du cathé interventionnel. Il faut savoir que le cathé interventionnel, chez nous, ça représente pas loin de 95% des interventions, des cathétérismes, pardon. Donc, les cathés diagnostiques purs, on en fait très, très peu. Juste un petit préambule, faire du cathé congénital, ça nécessite, à mon sens, un équipement, en tout cas
structure spécifique, un plateau technique spécialisé, mais surtout une multidisciplinarité avec des anesthésistes, réanimateurs spécialisés en cardiopathie congénitale, une structure de chirurgie cardiaque pédiatrique en backup, évidemment des cardiopédiatres référents, comme professeur Straiby, lorsqu'il nous adresse un malade, voilà, il est totalement référent dans le domaine des cardiopathies congénitales. L'équipe paramédicale aussi doit bien connaître le matériel et je dirais les interventions que l'on va faire. Et puis l'expérience de l'opérateur, il faut un seuil minimal d'activité. Par exemple, dans le centre où je travaille, c'est faire au minimum 50 KT interventionnels, type fermeture de CIA, fermeture de canal par an, pour être accrédité, certifié, ce qui permet d'avoir une qualité et d'assurer une permanence des soins qui a, à mon sens, le minimum. Pardon, c'est pas pour être pompeux, simplement pour rappeler qu'il faut une certaine exigence pour développer ce genre d'intervention et ce genre de spécialisation. Et c'est pas uniquement le cathétériseur, c'est toute une équipe, comme vous le savez très bien. Donc, le cathé diagnostic en congénital, on va faire soit de l'hémodynamique, donc ça va être une évaluation, une mesure des pressions, du débit cardiaque pour évaluer notamment les résistances pulmonaires dans le cadre de l'opérabilité d'un shunt, typiquement une communication interventriculaire large qui a été découvert un petit peu tard. Eh bien, il faut savoir si les résistances pulmonaires n'ont pas été augmentées de manière irréversible. Et pour ça, il n'y a qu'un moyen de le savoir, c'est le KT, puisque ça va déterminer l'opérabilité du shunt. Évaluer une circulation de fond en temps pré- ou post-opératoire nécessite un KT parce qu'on a peu de moyens non invasifs d'évaluer les pressions. Évidemment, les suivis d'hypertension pulmonaire. Et puis, lorsqu'on a des lésions obstructives étagées dont on veut parfaitement étudier le retentissement, c'est vrai que c'est parfois plus simple de faire un KT. Parfois, l'échographie et le Doppler peut être pris en défaut par certaines lésions étagées. KT diagnostics peuvent aussi servir à faire des études angiographiques. C'est exceptionnel, les angiographies isolées lors d'un KT. Excusez-moi, la vidéo a passé. Mais on peut le faire. On peut le faire pour évaluer un arbre pulmonaire dans une circulation de fond en temps. Donc, par exemple, ici, vous avez une dérivation cavo-pulmonaire supérieure. Vous avez la veine cave supérieure qui est branchée sur les artères pulmonaires dans une circulation de fond en temps, c'est-à-dire c'est le montage chirurgical qui est fait pour traiter les cœurs univentriculaires. On peut cartographier les collatérales aortopulmonaires. L'acronyme anglais, c'est MAPCA, Major Aortopulmonary Collateral Arteries. Donc, ce sont des collatérales qui naissent de l'aorte, qui vont vasculariser les artères pulmonaires. En général, on les ferme parce que c'est responsable d'un hyper-retour et d'un risque de saignement périopératoire. Et puis, alors ça, c'est toujours anecdotique, mais les images sont sympas. On peut aussi évaluer des branches pulmonaires déconnectées. C'est-à-dire qu'il y a des cardiopathies, notamment conotroncales, par exemple la tétralogie de Fallot, vous allez avoir une branche artérielle pulmonaire qui est déconnectée de l'arbre pulmonaire, mais qui est présente. Et avant l'opération, le chirurgien veut savoir s'il doit la reconnecter ou non. Alors, on ne les voit ni en écho ni au scanner, mais on peut les voir au KT en les injectant à rétro. Comment on va faire? On va aller dans les veines pulmonaires en passant par la veine cave inférieure, l'oreillette droite, le septum, logé. On va aller cathétériser la veine pulmonaire. Et si on injecte fort dans la veine pulmonaire, on peut à rétro passer le capillaire et injecter l'artère pulmonaire. Et donc, on va voir, dans ce cas précis, à l'angiographie, vous voyez ici, on injecte la veine pulmonaire et ici, on démasque une artère pulmonaire qui est borne ici, qui est déconnectée et qu'on va pouvoir anastomoser à l'arbre pulmonaire lors de la chirurgie. Donc ça, c'était pour le KT diagnostic. Le KT interventionnel, maintenant, on peut faire tout un tas de choses qui vont aller toucher différentes structures cardiaques. Donc nous, au cours de la même journée, on peut fermer un shunt, créer un shunt, traiter une coartation de l'aorte et implanter une valve pulmonaire. On a vraiment une variabilité des lésions et de l'anatomie qui est très large. Et donc on va passer ça en revue, valve, shunt, obstruction et vaisseaux anormaux. Donc d'abord les shunts. On va surtout occlure des shunts, mais vous verrez qu'on peut en créer. Donc les principaux shunts, c'est CIA, canal artériel et CIV. Alors les CIA, donc les CIA ostium secundum sont les CIA de la fosse ovale, sont accessibles à une fermeture péricutanée depuis maintenant des décennies, hein, vous le savez. Mais ce qui est important pour, je dirais, en cardiologie congénitale tout venant, c'est de savoir comment est-ce qu'on les ferme pour savoir celles qui vont être fermables.
celles qui vont être de bons candidats pour une fermeture et puis en assurer le suivi. Comment on ferme une CIA? On va passer par la veine cave inférieure. Excusez-moi, attends, une minute. Pardon. Donc, on va passer par la veine cave inférieure, arriver dans l'oreillette droite. Ça, c'est notre cathéter. Ici, vous avez la CIA et on va passer à travers la CIA jusque dans l'oreillette gauche. Et à travers ce cathéter, on va déployer ce qu'on appelle un occludeur, c'est-à-dire que c'est une prothèse qui va assurer la fermeture du shunt, qui est composée de 3 éléments. Un élément central qui va véritablement occlure le shunt. Donc, par exemple, une prothèse de 28, eh bien, on a un élément central que vous allez voir apparaître ici, maintenant, voilà, qui fait 26 mm, et 2 disques. Ces 2 disques qui vont assurer la stabilité de la prothèse de part et d'autre du septum. Une fois que la prothèse est déployée, on va en assurer la stabilité, la bonne fermeture du shunt, et puis on va dévisser la prothèse et la larguer. Bon, tout ça, vous connaissez. Ce qui est intéressant pour l'analyse échographique, et Saïd en a parlé tout à l'heure, c'est de bien comprendre que la prothèse de CIA, donc c'est ce qui ferme la CIA, c'est la portion centrale, et ce qui en assure la stabilité, c'est-à-dire qui va éviter l'embolisation, sont les 2 disques. Ces 2 disques, ils ont besoin de septum sain pour se plaquer. C'est ce qu'on appelle les berges, et donc c'est la présence de ces berges sur tout le pourtour de la cavité qui va nous dire si un patient est un bon candidat ou non. Pourquoi? Parce que si on n'a pas de berge, les disques ne vont pas tenir et la prothèse va basculer et emboliser. Donc on considère qu'il faut des berges supérieures à 5 mm. Et Saïd vous l'a très bien montré tout à l'heure. L'étude de ces berges, qu'elles soient cave postérieure ou rétro-aortique ou antérieure, eh bien, elle est hyper importante en préopératoire. Les indications de fermeture, elles sont très simples. Surcharge volumique des cavités droites sans HTAP, ou en tout cas sans élévation des résistances pulmonaires au-delà de 3 unités Wood. Vous voyez que la fermeture par device est recommandée, c'est-à-dire que fermer une CIA chirurgicale, ça va à l'encontre, fermer une CIA accessible à une fermeture par KT, l'envoyer au bloc opératoire pour une chirurgie, ça va à l'encontre des recommandations. Il faut bien, bien comprendre ça. Si c'est faisable, évidemment, il faut éviter une cicatrice, une chirurgie, une CEC et un clampage aortique, alors que ça peut être fait en salle de KT et que ça prend 10 minutes, 15 minutes si c'est long, 20 minutes si c'est très long, que le patient peut sortir le lendemain matin. Dernière indication, c'est les patients qui ont fait un embole paradoxal. Si toutes les autres causes ont été exclues, c'est un peu comme les FOP, il faut exclure toutes les autres causes d'AVC ou de thrombose systémique. Et à ce moment-là, il y a une indication. Donc en gros, nous, si on suit ces recommandations-là, les bons candidats à une fermeture de shunt, c'est des patients qui ont des berges supérieures à 5 mm, sauf la berge rétro-aortique qui peut être déficiente sans que ce soit une contre-indication. Mais si vous n'avez pas de berge cave ou des berges inférieures à 5 mm, il y a un risque à fermer la CIA. Un défect qui fait moins de 40 mm, puisque la plus grande prothèse fait 40 mm. Et puis les patients dont le poids est supérieur à 15 kg. En dessous de 15 kg, c'est faisable, mais on a un risque de complication qui est plus important. Voilà. Donc ça, ce sont des images pour vous montrer que l'on fait ça sous guidance échographique, notamment par ETO 3D. Et là encore, ce que je vous disais en préambule, le cathétériseur ne travaille pas seul. Si vous avez une mauvaise guidance échographique, si votre échographiste n'est pas expert, s'il ne vous montre pas les éléments qu'il faut, on peut sous-sizer, sur-sizer une prothèse, mal voir un trou additionnel, en tout cas risquer d'avoir soit de mauvais résultats, soit des complications, soit les deux. Donc c'est un élément qui est très important et Saïd le sait très bien, puisqu'on travaille ensemble et voilà, c'est un élément dont on pourra discuter tout à l'heure si vous le souhaitez. Donc sous anesthésie générale, avec un bon contrôle ETO, comme je vous disais, c'est 15 minutes et 1 minute de scopie en moyenne dans notre centre, avec un succès qui est de 95%. 95%, c'est-à-dire que toutes les CIA ne sont pas fermables et on peut avoir des patients qui ont, par exemple, un trou trop large pour la fermeture par prothèse. Pourquoi? Parce que si on met la prothèse que nécessite le trou, on va empiéter sur la valve mitrale ou la prothèse ne tient pas dans l'oreillette. Si c'est un petit enfant qui a un trou de 26 mm, par exemple, alors que son septum fait 28 mm, on n'a pas la place de caler une prothèse et tout l'encombrement qu'elle implique. Donc c'est essentiellement ça.
les échecs de procédure. Le pronostic, ça, je vous ai listé un petit peu les complications potentiellement à connaître au long cours, mais elles sont inférieures à 1%, avec un excellent devenir au long terme. Ce qu'il faut savoir après l'implantation, c'est anti-agrégation plaquettaire, prophylaxie de l'endocardite infectieuse pendant 6 mois et une surveillance à vie pour dépister des complications théoriques qui sont extrêmement rares, mais qui existent, donc qui impliquent une surveillance. Alors, on peut aussi créer des shunts interatriaux. Par exemple, dans la transposition des gros vaisseaux, hein, vous connaissez cette maladie où les deux vaisseaux, l'aorte sort du VD, l'artère pulmonaire sort du VG. Et donc, ce sont deux circulations en parallèle, hein, avec le sang veineux qui va aller dans l'aorte, revenir dans la veine cave sans jamais être oxygéné, et le sang des veines pulmonaires qui va aller dans l'artère pulmonaire, être réoxygéné, revenir dans la veine pulmonaire. Et donc, s'il n'y a pas de shunt entre ces deux circulations, l'enfant meurt. Et donc, ça nécessite notamment d'avoir un shunt interatrial qui soit large. Lorsqu'il ne l'est pas assez, on a recours à ce type d'intervention néonatale où on va venir, ça s'appelle l'atrioseptectomie de Rashkind. Donc, on va venir passer un cathéter à ballonnet dans l'oreillette gauche, inflater le ballonnet et puis tirer notre cathéter pour, à l'aide de ce ballonnet, vous allez le voir ici, voilà, élargir le shunt. Ici, en image et en direct, vous avez l'échographie ici. Donc, le ballonnet est dans l'oreillette gauche. On tire sur le ballonnet et vous voyez ici, ça, c'est l'image en scopie. Vous voyez ici le shunt interatrial qui est avec le septum qui a été élargi. On va passer aux fermetures de CIV. Alors, les fermetures de CIV, elles, Saïd vous a montré tout à l'heure les différents types de CIV, ne sont fermables par cathé que les CIV musculaires et les CIV périmembraneuses. Pourquoi? Parce que les autres CIV d'admission et infundibulaire sont trop en contact avec les valves atrioventriculaires ou la valve pulmonaire pour qu'un dispositif type occludeur puisse les fermer. On ferme des prothèses, on ferme des shunts qui sont responsables d'une surcharge volumique sans élévation des résistances pulmonaires, donc résistance inférieure à 3, ou des patients qui ont des épisodes, des complications à type d'endocardite infectieuse. Les patients qui ont des résistances entre 3 et 5, il faut leur faire un cathé pour s'assurer que les choses sont réversibles. Donc, il y a tout un tas de prothèses de CIV, mais nous, on utilise cette prothèse. Vous voyez qu'elle n'a pas été designée pour le marché français, puisqu'elle s'appelle Connard. Blague à part, c'est une magnifique prothèse qui marche très bien, elle est très souple et elle permet de fermer de nombreux shunts sans qu'il y ait, je dirais, de complications et avec un succès qui est vraiment, je dirais, important. Et surtout, elle permet de passer soit par voie artérielle, soit par voie veineuse, donc d'aborder la CIV par la droite ou par la gauche, puisqu'on peut la brancher des deux côtés sur le cathéter. Et vous voyez, elle va venir se mettre ici, avec un disque qui est côté VG, une portion centrale qui va fermer le shunt, à proprement parler, et un disque qui va être côté VD. C'est une vue ETO, là, donc les éléments sont inversés. Ça implique que la sélection des patients est hyper importante et globalement, on va fermer des patients au-delà de 8 kg avec des trous qui font jusqu'à de grands axes, hein, jusqu'à, je dirais, 12 mm de plus grand axe. Au-delà, c'est trop gros. Et il faut, vous le voyez ici, il faut qu'il y ait une petite berge sous l'aorte, ici, d'accord, pour pouvoir positionner la prothèse sans empiéter sur la valve aortique. Ça, c'est un élément extrêmement important dont on pourra discuter tout à l'heure. Je continue ma revue, donc on va passer au canal artériel. Canal artériel, donc c'est comme la CIV, on va fermer des canaux qui sont responsables d'une surcharge volumique sans hypertension pulmonaire. Là aussi, ce sont les recommandations européennes. La fermeture par voie percutanée est recommandée, d'accord? Pareil, faire opérer un canal, ça va à l'encontre des recommandations. C'est quelque chose qui se fait très bien et qui, par cathé, donc dans notre centre, on ne fait plus par chirurgie, sauf dans des canaux géants qui ne sont pas fermables par une prothèse standard et qui nécessitent l'utilisation de prothèses de grande taille qui, elles, vont venir, comme je vous le disais pour l'essayer tout à l'heure, empiéter sur des structures adjacentes, que ce soit l'artère pulmonaire ou l'aorte. Donc, ce n'est pas des canaux qui ne sont pas fermables par cathé, c'est juste qu'il y a une inadéquation entre la taille
des shunts et les prothèses nécessaires à leur fermeture, ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir le faire par caté. L'autre indication de fermeture, ce sont les canaux soufflants. Même s'ils ne sont pas responsables de surcharge volumique, voilà, il y a une indication théorique à la fermeture. Vous voyez les prothèses, donc c'est prothèses en nitinol, toujours le même concept, des disques qui vont assurer l'étanchéité et une portion centrale qui va venir se loger au sein du shunt. Vous voyez, c'est minuscule, hein, ça ce sont mes mains. Vous voyez, par rapport à la taille, voilà, c'est vraiment quelque chose de tout petit qu'on passe dans du 4 French. Il n'y a pas de limite de poids. On a fermé des canaux jusqu'à 1 kg chez le prématuré. Euh, il y a des dispositifs qui sont vraiment innovants et qui permettent de passer dans des tout petits cathéters. Et puis la durée de procédure, c'est une quinzaine de minutes. On peut les fermer aussi par des coils, mais c'est une procédure qu'on utilise assez peu. Vous voyez ici en angiographie, sur une coupe, sur une angiographie en profil, de l'aorte, le canal artériel qui est ici, ça c'est la crosse aortique, et après déploiement de la prothèse, vous voyez le plug qui est ici à sa place. Bon, c'est des procédures qu'on fait de manière standard. Je vais passer aux valves. Donc dilatation des sténoses valvulaires pulmonaires, c'est des patients qui vont avoir un gradient transvalvulaire qui est supérieur à 40 mm de mercure, gradient moyen, qui ont un retentissement clinique ou qui ont une défaillance ventriculaire droite. On utilise pour cela des ballons qui sont dédiés, hein, des ballons de valvuloplastie. Vous voyez ici une angiographie avec de profil l'oreillette droite, le ventricule droit, la valve qu'on voit très épaissie, dormante et peu mobile. Et donc, on va venir positionner notre ballonnet et le dilater jusqu'à faire rompre un petit peu l'encoche, ce qui veut dire qu'on a craqué un petit peu les commissures. C'est quelque chose qui est possible en sursizant un petit peu le ballon, entre 120 et 150% de la taille de l'anneau. Donc, il faut bien connaître la taille de l'anneau pour faire ce genre d'intervention et pour prévoir le matériel nécessaire. Ce sont des procédures qui ont un taux de succès extrêmement élevé, plus de 95%. Lorsqu'on exclut les sténoses génétiques, par exemple dans les Noonan ou les autres pathologies de la voie RAS, avec un taux de complications qui est extrêmement faible. Dilatation de la valve aortique. Donc, on va dilater des valves aortiques, soit chez le nouveau-né qui présente une sténose aortique critique, c'est-à-dire une sténose aortique qui nécessite une perfusion de prostaglandine parce que sans canal artériel, eh bien, la sténose a tellement de retentissement que le débit systémique ne peut pas être assuré. Ou alors, ce sont des patients qui ont un gradient moyen qui est supérieur à 40 mm de mercure, associé éventuellement à des symptômes ou à des signes ischémiques. On va procéder de la même manière, donc franchir la valve en passant cette fois-ci par l'aorte, voire rétrograde, on va aller dans le ventricule gauche et puis on va passer un ballonnet de valvuloplastie. Alors on va moins sursizer ce ballonnet, en général on va mettre des ballonnets qui font 80 à 90% de la taille de l'anneau pour être sûr de ne pas créer de fuite aortique qui va avoir un retentissement potentiellement plus gênant que celui d'une fuite pulmonaire. Mais là aussi, si on a une bonne évaluation de la taille de l'anneau et un bon contrôle échographique, on le fait volontiers sous ETO ou sous ETT, mais il faut pouvoir checker la valve aortique à chaque dilatation pour s'assurer qu'on ne crée pas de fuite et s'arrêter avant la création d'une fuite, justement. Pardon, je suis un peu vite. On va passer aux obstructions. Alors, sténose des branches pulmonaires, les indications. Euh, donc ça, il y a assez peu de recommandations, mais ce qui est communément admis, c'est des patients qui ont soit un gradient pic à pic au niveau d'une sténose artérielle pulmonaire qui est supérieure à 20 mm de mercure, donc ça nécessite de faire un cathé, soit des pressions systoliques du ventricule droit, donc évaluées par l'IT par exemple, qui sont supérieures à 50% des pressions systémiques, donc de la pression artico-brassard, soit, et ça nécessite une scintigraphie de perfusion ou alors une IRM de perfusion, soit une disparité de perfusion entre les deux poumons.
en défaveur du poumon siège de la sténose, bien entendu. Si vous avez 65 versus 35% ou plus, je sais pas, 70-30 par exemple, ou 75-25, il y a une indication à faire un geste. Si vous avez une asymétrie pulmonaire à 60-40, par exemple, il faut respecter et pas besoin de faire de gestes sur les branches. Donc ces branches, on va les majoritairement les stenter, d'accord? Une dilatation au ballon seul, on va faire ça plutôt chez les tout petits bébés, chez qui la mise en place d'un stent n'est pas faisable ou euh, n'est pas compatible avec le poids de l'enfant. Dès que la taille de l'enfant le permet, eh bien on va mettre un stent et on utilise des stents redilatables, c'est-à-dire que c'est des stents qui ont un diamètre qui n'est pas fixe, comme les stents coronaires, et qu'on va pouvoir dilater au fur et à mesure de la croissance de l'enfant pour accompagner la croissance de l'enfant, puisque les stents ne grandissent pas. Donc on peut les redilater, et c'est le cas de ces stents qui ont été implantés, vous voyez ici, assez facilement dans cette artère pulmonaire. On passe aux obstructions aortiques, donc la coarctation de l'aorte. Je vous ai mis les recommandations euh, pour traiter une coarctation de l'aorte. Vous voyez, hein, c'est une sténose de l'isthme aortique. Je ne reviens pas dessus, Saïd vous l'a bien montré. Donc les indications sont les suivantes. La plus communément admise, c'est un gradient tensionnel pardon, entre les membres supérieurs et les membres inférieurs qui est supérieur à 20 mm de mercure avec une HTA. D'accord? euh, aux membres supérieurs. Donc, c'est le cas assez typique. L'HTA d'effort, elle fait partie des recommandations, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est une HTA d'effort, très honnêtement. On pourra en discuter après si vous le souhaitez. 250, 260, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est sûr que s'il y a 60 watts de performance, on est à 250, oui, d'accord, là il y a une HTA d'effort, mais si c'est à 250 watts, je ne sais pas trop ce que ça vaut. Donc je ne le mettrai pas dans mes critères. L'HVG à l'ETT, c'est évident que c'est un critère fort, puisque ça veut dire que le retentissement de l'HTA est significatif et que chez un patient de 20 ans, avoir une HVG liée à une HTA, ça prédit un taux de complication au long cours qui est majeur. Donc on va évidemment procéder à ce genre d'intervention que je vais vous montrer. Donc, par exemple, un patient de 30 ans, HTA de découverte fortuite, il y a une coarctation isthmique à l'ETT confirmée à l'IRM. Bon, on le met au KT, on a un gradient entre l'aorte ascendante et l'aorte sous-isthmique qui est de 50 mm de mercure, donc un gradient majeur, avec une sténose qui n'est pas très longue, mais qui est en diaphragme extrêmement serré ici. Bon, là, on est loin des gros vaisseaux. Je dirais que c'est un cas assez simple. On va mettre en place un stent couvert, en l'occurrence, de gros diamètre, puisqu'il s'agit d'un adulte. Et vous voyez ici, on a un bon résultat. Alors, c'est déjà un adulte, donc on n'a pas besoin de redilater dans le futur ce stent. On peut faire ces interventions dès, je dirais, avec des stents bien profilés, des 25-30 kilos. Euh, on a une aorte quasiment de taille adulte à cet âge-là, et donc on peut espérer avoir un bon résultat sans avoir à intervenir. Sinon, si le stent fait, je sais pas moi, 12 mm par exemple, eh bien on va recatétériser le patient ou l'enfant lorsqu'il aura un gabarit d'adulte et le dilater à 16, 18 ou même 20 mm. Je vais finir avec les valves percutanées. Alors, on parlait tout à l'heure de l'expérience de Necker, du professeur Fellet, qui a assisté aux prémices du développement des valves percutanées. C'était en 2000 à l'hôpital Necker, hein. Vous pourrez nous raconter votre expérience, mais voilà, c'est l'équipe de Philippe Bonhoeffer et Younes Boudjemline, qui est un de mes amis et un de mes mentors, avec qui j'ai passé beaucoup de temps, donc ce sont des gens brillants, hein, qui ont vu, avant même le TAVI, hein, puisque la première valve percutanée dans le monde a été implantée là-bas à Necker, et c'était une valve pulmonaire. En fait, ils ont eu l'idée de suturer une veine jugulaire de bœuf sur un stent, en se disant, on va déployer le stent, ça va traiter une sténose d'un conduit, par exemple, entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Mais si on implante que le stent tout seul, eh bien, il va y avoir une fuite libre, puisque on va abîmer la valve préexistante. Eh ben, ils se sont dit, bah, on n'a qu'à mettre une valve dans le stent, comme ça, on va, en déployant le stent, déployer aussi une valve. C'est une idée brillante qui a changé quand même l'histoire de la cardiologie interventionnelle, puisque depuis,
il y a eu d'innombrables valves percutanées qui ont été développées. Le TAVI a complètement explosé et il y a eu un avant et un après. Et donc aujourd'hui, pour traiter les patients qui ont une dysfonction de la valve pulmonaire, on a deux valves que je vais vous montrer. Je vais passer sur ces études. On a d'abord la valve Mélodie. Vous voyez ici une patiente qui a une sténose et une fuite de sa voie pulmonaire. Vous voyez ici l'obstruction assez importante ici à ce niveau-là de la voie VDAP, que l'on a traité avec la mise en place d'une valve. Donc vous voyez ici la valve, elle est au sein du stent. On en voit même les feuillets ici. Voilà, on voit ici les feuillets de la valve qui retiennent le produit de contraste. Donc on n'a pas de fuite et on a fait disparaître la sténose grâce au stent. Donc le stent traite l'obstruction et puis le fait qu'il y ait une valve jugulaire de bœuf à l'intérieur, eh bien ça évite qu'il y ait une fuite. Il y a la valve Sapien également qui est faite en péricarde bovin. Donc ça, ce sont les deux valves dont je vous ai parlé. Mais on a désormais une nouvelle génération de valves. Ce sont les valves self-expandable. Ce sont des valves qui, vous le voyez, ont la même forme, c'est-à-dire qu'elles ont une forme en sablier. Et là, le stent, il ne va pas servir à traiter une obstruction, il va simplement servir à euh, une stabilité du dispositif sur des voies artérielles pulmonaires extrêmement larges. Donc là, on n'a pas besoin de traiter une obstruction, ce sont des voies non sténosantes, essentiellement fuyantes, et au sein desquelles on ne pourrait pas implanter une valve Mélodie qui est trop petite en diamètre et qui ne tiendrait pas. Donc on a ces stents un petit peu en sablier qu'on va implanter avec une valve qui est contenue dans la portion centrale, d'accord, et dont les extrémités qui sont plus larges vont servir à s'ancrer au niveau de la bifurcation pulmonaire et au niveau du ventricule droit également. Donc il y a plusieurs valves, hein, la valve Harmonie, la valve Vénus, la valve Pulsar, c'est une valve coréenne. Et ça, c'est vraiment super parce que c'est vraiment le futur de cette technique, c'est de pouvoir traiter des plus grandes valves. Encore un tout petit peu de patience, il me reste un cas à traiter, c'est celui de la valve tricuspide. Je vais vous parler de la plastie tricuspide percutanée. C'est un petit peu ce qui nous passionne depuis quelques années dans le centre dans lequel je travaille. Vous connaissez l'intervention d'Alfieri, donc c'est traiter une fuite mitrale en faisant une suture de l'orifice régurgitant, d'accord? Ça permet d'éviter un remplacement valvulaire et de faire une plastie sans trop de conséquences. Donc on va juste fermer l'orifice régurgitant. Ça fait une valve mitrale à double orifice, mais il n'y a plus de fuite. Voilà à quoi ça ressemble par chirurgie. Bah, il y a des génies qui ont développé un dispositif qui s'appelle le MitraClip, qui consiste à faire un Alfieri percutané. Comment on fait? On va aller aborder la valve, par exemple mitrale, via un abord transseptal. On va amener ce clip qui est une sorte de pince à linge, hein, d'accord, que l'on va déployer par voie percutanée. Voilà, vous voyez ici le clip. Là, on est dans l'oreillette droite. Vous voyez la fuite mitrale qui régurgite vers l'oreillette. Ici, vous avez le ventricule et l'oreillette gauche, pardon, j'ai dit droite tout à l'heure. Et donc, on va venir positionner ce clip à l'endroit où se fait la fuite, d'accord? Donc, sur l'orifice régurgitant, on ferme ce clip. On fait tout ça sous échographie, évidemment. Vous voyez, hein, là, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit ici. Et puis, ça permet d'imiter la fuite. Et donc, nous, on a fait ça sur des valves tricuspides systémiques, donc des patients qui ont une double discordance ou qui ont bénéficié d'un switch atrial pour traiter une transposition des gros vaisseaux. Ce sont des tricuspides qui sont branchés sous l'aorte et qui souvent dysfonctionnent. Vous voyez ici une fuite torrentielle hein, chez ce patient qui a un VD systémique, qui est contre-indiqué à la chirurgie évidemment. Eh ben, vous me croirez peut-être pas, mais ça, c'est le même patient à la fin de l'intervention. Vous voyez le clip mitral, enfin le MitraClip en position tricuspide qui est positionné ici. Et ça, c'est l'image de Théo. Et si vous regardez bien, ça rappelle quand même beaucoup l'intervention d'Alfieri. Ça, c'est une technique dont on est très content et qu'on a fait, voilà, qu'on a pas mal développé récemment. Alors, il y a plein d'autres choses comme le fontan percutané. Donc, c'est créer une circulation de fontan uniquement par cathé en implantant des stents couverts des veines caves jusqu'aux artères pulmonaires. C'est quelque chose qu'on a fait dans notre centre chez l'animal, mais qui se fait par exemple en Arabie Saoudite. C'est des gens qui sont très forts pour développer cette technique. Il y a aussi le POTS percutané qui permet de traiter, en tout cas de manière palliative, des gens qui ont une HTAP suprasystémique en faisant communiquer l'artère pulmonaire et l'aorte.
de sorte de décharger les artères pulmonaires et d'éviter des malaises. Et puis voilà, je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention et on discute de tout ça avec plaisir. Merci beaucoup, docteur Jalal. Merci pour cette grande panoplie hein, sur la cardiologie congénitale, interventionnelle et diagnostique. Euh, Juste pour dire une Avec chose, plaisir. parce que sinon, quand je commence à parler, ça ne finit pas quand on est sur la cardiologie interventionnelle congénitale. Donne-moi un chiffre sur le pourcentage de ce dont tu as parlé en matière de cardiologie interventionnelle. Ce que tu as fait comme topo, 5%, 10%, combien il t'aurait resté encore à faire? 90%? Juste un chiffre, un seul Euh, chiffre. euh, ce que je n'ai pas abordé. Tout est fait pour dire en fait la grande variation et le grand éventail de cette cardiologie interventionnelle et diagnostique. C'est une super question. Je sais pas, c'était une team du canal. Ouais, il y a Maintenant, beaucoup de un choses, hein. chiffre. Un bon 30, un bon 30%, ouais. Un bon 30%. Ouais, stenting du canal, stenting infundibulaire, perforation d'abscie, ouais, que le POTS, le fondant, ouais, ça fait pas mal de choses. Alors, en volume, c'est peut-être pas très important, mais la variabilité des interventions, je dirais un petit 30%. Mais ça sera l'occasion de refaire un webinaire comme ça. Tout à fait. Donc, moi, je voulais poser cette question juste pour montrer à l'assistance ce que vous faites est merveilleux. Et je vais passer quand même maintenant la parole à nos autres modérateurs, au professeur Nazi, je pense, à mon amie Laila Haddour, à Madame Kbej, et on reviendra après à chaque fois pour discuter un petit peu. Bravo hein, pour ce que vous faites. Je vais prendre la parole. Excellent topo, aussi bien de si Saïd que si Jalal. Magnifique tour d'horizon. Tant que on est encore sur le cathétérisme interventionnel, j'étais en train d'imaginer, est-ce qu'on pouvait, en fait, en revoyant un de mes jeunes patients là, qui a un peu plus de 20 ans, qui est parti en Italie, puis actuellement en Suède, que je suivais pour une fente mitrale type voie d'éjection, avec une IM qui était modérée à moyenne dans le temps. Là, elle est moyenne à importante chez un jeune patient asymptomatique. Est-ce qu'avec des bouts distaux un petit peu rétractés, épaissis de la fente mitrale qu'on voit très bien, et juste pour vous dire qu'en Italie, en Suède, le diagnostic de fente mitrale n'a pas été posé. Il parle de prolapsus alors que c'est bel et bien une belle fente mitrale isolée. D'ailleurs, ça, il en a parlé dans son topo. Est-ce qu'on peut imaginer justement ce mitraclip type Alfieri pour fermer euh, ce petit trou sur la fente mitrale? J'ai pas vu de choses dans ce sens dans la littérature. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez tous, docteur Zakaria? Bah, ouais, c'est une excellente question qu'on se pose beaucoup. Les fuites mitrales organiques congénitales, on s'y est pas trop attaqué Mhm. parce que le clip est vraiment à la base hein, designé pour les fuites fonctionnelles, hein. Parfois, il y a un petit prolapsus, mais c'est essentiellement des valves qui ne sont pas mal formées. Euh, mais l'évolution des non congénitaux, elle va de plus en plus vers les fuites organiques, d'accord? Ils s'attaquent beaucoup à des fuites qui sont pas du tout fonctionnelles chez les mitrales acquises, je dirais, sur les 5 dernières années. Donc, moi, je ne refuse rien. Je pense que dans 5 ans, c'est tout à fait envisageable de s'attaquer à ce genre de patients parce qu'on aura d'autres matériels, d'autres techniques de guidance et d'autres voies d'abord. Aujourd'hui, on ne l'a jamais fait. Voilà. Et à ma connaissance, je vous rejoins, ça n'a pas été publié, non. Donc, Laïla, moi, je pense, on revient quand même d'abord à la première communication de Saïd Shraibi pour voir d'abord s'il y a des questions. Est-ce que dans le chat, tu as des gens qui ont posé des questions pour Monsieur Shraibi avant de revenir après à Dr Jalal, parce que là, j'ai deux questions qui ont été posées et donc je les communiquerai. Oui, pour docteur Shraibi, il y a deux petites questions. Différence entre transport corrigé des gros vaisseaux et transposition des gros vaisseaux. Simple. À l'échographie. Ça, c'est une excellente question. D'ailleurs, déjà nosologiquement,
dans la transposition simple des gros vaisseaux, c'est une discordance ventriculo-artérielle unique. Alors que dans le cadre de la double discordance, comme son nom l'indique, vous avez une discordance auriculo-ventriculaire et ventriculaire-artérielle. Maintenant, à l'écho, qu'est-ce qu'on peut avoir? Déjà, quand vous posez la sonde en long axe, quand vous êtes devant vous avez le diagnostic de la transposition des gros vaisseaux, la détransposition qui est relativement simple. Quand on se met en long axe et en petit axe, vous allez avoir en long axe l'artère pulmonaire qui sort du ventricule gauche, qui lui est postérieur, et l'aorte qui sort du ventricule droit. Quand vous vous mettez en petit axe, vous allez avoir l'artère pulmonaire qui est postérieure et vous allez avoir l'aorte qui est antérieure, essentiellement à droite et en antérieur. Quand vous êtes devant une double discordance, et là où j'ai beaucoup insisté tout à l'heure sur la nécessité de segmenter le cœur et d'utiliser une analyse segmentaire du cœur, étape par étape, c'est comme ça qu'on va faire le diagnostic. Déjà, quand il faut poser la sonde en long axe, vous allez vous dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'anatomie, elle est complètement farfelue, hein. Donc, ce n'est pas en long axe. Donc, on va se mettre en 4 cavités, en 5 cavités. Quand vous mettez en 4 cavités, vous allez vous rendre compte que la valve qui est située à gauche, elle est plus apicale que celle qui est située à droite. D'accord? Donc déjà, vous posez la question, c'est une situation qui est anormale. D'accord? Donc, est-ce que la valve qui est à gauche est bel et bien une valve mitrale ou est-ce que c'est une valve tricuspide? Deuxièmement, on a la capacité, en béquillant un petit peu en antérieur, la sonde en très très antérieure et même très antérieure, donc de voir le vaisseau où est-ce qu'il sortent. Donc, vous allez voir que l'artère pulmonaire elle va sortir du ventricule gauche et l'aorte, elle va sortir du ventricule droit. Mais bien avant, il faut étayer, comme je l'ai montré sur un cas tout à l'heure, ils vont bien étayer les oreillettes. Est-ce qu'on est devant une oreillette gauche ou une oreillette droite? Donc, en regardant les veines systémiques, les veines pulmonaires, c'est très important. En regardant les auricules, l'auricule gauche et l'auricule droit, pour essayer de distinguer les deux. Et bien entendu, par la suite, on va voir cette oreillette gauche qui est en discordance par rapport au ventricule droit. Donc, via une valve qui s'appelle la valve tricuspide cette fois-ci, mais qui est en position systémique. Pourquoi? Parce que le ventricule droit, il va donner naissance à l'aorte. Donc, finalement, cette valve tricuspide, elle est sous l'aorte. Donc, elle est en position systémique. Et la valve mitrale, elle est en position sous-pulmonaire. Donc, grosso modo, je dirais que le diagnostic est relativement simple, sauf dans des situations où la cardiopathie est complexe. À l'échographie, parfois on a du mal, hein, donc il faut le reconnaître. Mais lorsqu'on a un bon petit axe, et bien sûr quand vous vous mettez en petit axe, le plus souvent dans la double discordance, vous avez les gros vaisseaux qui sont en situation transposition des gros vaisseaux. Donc, si vous utilisez une bonne petite axe, si vous utilisez une bonne 4 cavités, une 5 cavités ou même une 6 cavités, je dirais, donc comme ça, donc on trouve en général le chemin de la double discordance auriculoventriculaire et ventriculaire. Donc, pour juste un petit ajout, donc un petit truc, c'est que une parasternale grand axe où on ne comprend rien, c'est une double discordance jusqu'à nouvel ordre. Et puis, effectivement, on complète par la 4 cavités et la petite axe. Alors, il y a 2 autres petites questions. Docteur Sarah Mzarf parle de visualisation d'un petit abcès dans l'image de bicuspidie que tu as montré, Saïd. Elle parle d'abcès. J'ai pas fait attention. Et une autre question qui pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait en pratique, comment remédier à l'agitation du bébé en cabinet. Alors, les images que j'ai montrées, ce n'est pas des images d'endocardite bactérienne du tout, hein. C'est juste des images construites, hein. Donc, on peut construire tout ce qu'on veut à l'échographie, hein. Mais ce n'est pas un abcès antérieur de l'anneau aortique. Et puis, la deuxième question, honnêtement, à l'échographie, même chez les tout petits bébés, même les plus agités, on arrive toujours à faire une échographie. Alors, il y a plusieurs astuces, hein. Donc, il est exceptionnel qu'on n'arrive pas à faire l'écho. Exceptionnel, je dirais une fois par an, une fois tous les 2 ans, où on n'arrive pas à faire l'écho. Mais la plupart des temps,
on y arrive, hein. Donc, Ouais. parfois, donc il y a plusieurs astuces. Donc, la majorité des cas, les enfants sont calmes. On leur fait on peut leur donner des jouets, etc. Bon, bref, vous Absolument. connaissez tout. Mais on peut pas passer la tétine. Alors, il y a une astuce, puisqu'on parle d'astuce, c'est que au Maroc, il y a des mamans qui allaitent jusqu'à l'âge de 2 ans, parfois. Et donc, il ne faut pas oublier qu'un enfant agité qui a, par exemple, 12 mois, 14 mois, 16 mois parfois, vous posez la question à la maman, est-ce qu'il est au sein? Elle vous dit, il est au sein, vous mettez le sein, il est calme. Donc, il est au calme. Donc, ça, c'est une astuce aussi. Il faut toujours poser cette question-là. Euh, Après, est-ce qu'il faut donner des tranquillisants? Moi, je n'utilise jamais ça. Exceptionnellement, mais vraiment exceptionnellement, et je demande au pédiatre de le Mm. donner à 1 heure Pas avant. en cabinet, en tout cas. Pas en Pas au cabinet. cabinet, pas au cabinet. Bon, c'est Ouais. pas un message qu'on va véhiculer Ouais. aujourd'hui. Mm. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que exceptionnellement, les enfants syndromiques qui sont très très agités, parfois les autistes, on a un petit peu de mal, mais on y arrive toujours. Ouais. Je sais pas quelle est ton Nadia? expérience, Leïla, mais Ouais. Oui, moi, Merci. c'est pareil. Pas en cabinet, en tout cas. Pas de sédatif en cabinet, pas de sirop en cabinet. On le faisait à l'hôpital. On peut le faire en structure hospitalière. Il y a aussi, quand on a un réanimateur néonatal avec nous, ils peuvent donner de l'hypnovelle dans le sucre, mais il faut qu'il y ait ça doit être fait dans une structure hospitalière avec un réanimateur sur place pour les bébés ou les enfants très agités. Mais effectivement, en cabinet, on use de moyens de bord, jouets, téléphone, musique, euh, allaitement. Voilà, comme toi. Nadia, je te passe la parole ou Hanan. Ou Hanan, Hafid. Oui, Leïla. Alors, Euh, vous Il y a des m'entendez? questions sur le chat. Oui, on hein, on t'entend très t'entend bien. très bien. Alors, à mon tour, je remercie nos éminents intervenants, professeur Shraibi, professeur Jalel, pour leur brillant exposé. C'était vraiment clair, très enrichissant. Et merci pour l'invitation. J'ai pas d'autres questions. Je passe la parole au professeur Nazi, Monsieur le Président. On a encore des questions sur le chat pour D'accord. Nadia et Ah, Dr s'il y a des Zakaria. questions, c'est à vous Madame Fillet. de les défiler. Ouais, Oui, Madame Fillet. oui, tout à fait. Bah, effectivement, il y a beaucoup de questions ouais, qui sont qui sont tombées là. adressées à notre cathétériseur, donc docteur Ouais, Jalal. Euh, Bon, je vais commencer par la fin parce que c'est plus simple. Et là, je vois que c'est notre ami Najmuddin Shahidi, ouais. que je salue et que j'aime beaucoup d'ailleurs, ce monsieur. Allah yajzi bi khair pour ce qu'il fait également pour nous et notre société marocaine. Et donc, sa question est la suivante pour Jalel. Est-ce que vous faites systématiquement un dépistage des arythmies atriales avant fermeture d'une CIA? Si oui, quelle modalité de dépistage? Ça, c'est sa première question. La deuxième, c'est quelle est l'incidence des endocardites infectieuses sur les valves Mélodie? À toi, Jalel. Merci beaucoup, très intéressant. Alors, dépistage des arythmies dans la CIA, non. On ne le fait pas systématiquement. Il est vrai que la principale complication, en tout cas la plus fréquente après une fermeture de CIA, sont les arythmies atriales. L'incidence, elle est de l'ordre de 10%. C'est autant que après les fermetures chirurgicales et c'est autant que dans les CIA non fermés. Donc en fait, c'est un substrat des oreillettes de ces patients qui va mener à une incidence d'arythmie, mais qu'on ne dépiste pas avant l'intervention. Voilà. Donc ça, très clair. Euh, on peut en discuter. Je ne sais pas si vous le faites. Tu as une expérience là-dessus, Saïd? On ne le fait pas en pratique systématique? Non, on ne le fait pas systématiquement. Maintenant, si on voit qu'il y a une patiente, le plus souvent c'est des femmes, qui ont au-delà de 40 ans, donc qui ont des CIA qui ne sont pas encore fermées, qui ont des oreillettes qui sont très dilatées, essentiellement l'oreillette droite, on peut à la limite, si on voit qu'ils font des extracystoses supraventriculaires, on suspecte une hyperexcitabilité supraventriculaire, on peut éventuellement faire un Holter, mais pas plus que ça. Ouais, pas de manière systématique. Non, pas systématiquement. L'incidence, Moi, je ouais, pense que ce l'incidence qu'il des voulait dire, endocardites. notre Ah, pardon. ami, je pense que ce qu'il voulait dire, notre ami, c'est on lui ferme une porte pour rentrer éventuellement à blatter des petites choses, hein, notamment chez l'adulte. C'est bien ça, je pense que Hmm. c'est ça, c'est son idée, Ouais, totalement chez l'adulte, hein. Les CIA vieillit. Et vous donc, avez tout pour à lui, fait raison. effectivement, Ouais. c'est une très bonne question.
que, effectivement, chez l'adulte, avec un certain âge, s'il y a le risque qu'il y ait une EFA qui est sous-jacente et qui risque de se développer avec une fermeture donc par une prothèse, ça va rendre un peu je dirais, les procédures ablatives plus tard beaucoup plus difficiles. Moi, je pense que c'est ça ce qu'il voulait dire, insinuer par sa question notre ami. Ouais, merci de préciser. J'allais y venir. Ça contre-indique pas du tout une ablation postérieure ni une ponction transseptale, sous réserve que ce soit bien éco-guidé. On arrive toujours à ponctionner le septum postéro-inférieur. En général, il n'y a pas de prothèse à cet endroit-là parce que les CIA sont toujours au-dessus. Cependant, dans les CIA énormes dans lesquels on doit mettre des grandes prothèses, c'est bien de le savoir avant. S'il n'y a pas de signe avant-coureur, type extrasystole, hyperexstabilité, symptômes, c'est vrai qu'on ne le fait pas. Maintenant, si on a la moindre arrière-pensée, effectivement, il faut aller beaucoup plus loin et pas effectivement condamner cette porte qui est le septum pour une ablation future. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Moi, j'ai une question. L'endocardite. Excuse-moi, Saïd. Vas-y, prends la parole, Saïd. Vas-y. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Vas-y, Saïd, vas-y, pas de souci. J'ai deux petites questions pour toi, si tu permets. La première, est-ce que tu es pour dilater toutes les sténoses pulmonaires critiques? Tu es pour tenter de dilater toute sténose pulmonaire critique à la naissance, même avec des valves qui paraissent dysplasiques? Et la deuxième question concernant la bicuspidie aortique, est-ce que tu y vas actuellement en 2026 ou est-ce que tu as encore des réticences, tout en sachant qu'on en a déjà Alors, ouais. Alors, donc, les sténoses pulmonaires critiques, si elles sont valvulaires, donc sténose pulmonaire critique, tu veux dire qui est sous prostine, hein, qui est désaturée en tout cas. absolument. Ouais, on les fait toutes. On les fait toutes. On tente. On a des ballonnets de petite taille, on peut même mettre des ballonnets coronaires si besoin. Il n'y a pas de contre-indication à tenter un cathé. C'est juste que c'est des procédures qui sont assez périlleuses parce que ce sont des enfants instables et que c'est assez difficile de cathétériser le nouveau-né si on n'a pas le bon matériel. Donc voilà, il faut juste bien prévoir son coup, être bien. C'est ma première slide, faire ça dans un bon environnement. Mis à part ça, il n'y a pas de contre-indication. La bicuspidie aortique, à part les Excuse-moi, bicuspidies. Sagalia, dans les sténoses pulmonaires critiques, quand il y a une fuite tricuspide importante, ça vous embête pas? Quelle est votre attitude? Non, ça nous embête, ça nous embête Présence pas. de On va le canal tenter dans artériel tous les cas. ouvert, on ne calcule pas l'anneau Le canal artériel tricuspide. ouvert, ça nous facilite la tâche. Mhm. Alors si, bien sûr. Là, on parle de sténose pulmonaire avec un VD qui a Oui, une bonne taille et un voilà. Z-score de l'anneau tricuspide qui est Voilà, bon, c'est-à-dire qu'on est dans des formes favorables à une très circulation bien. biventriculaire et C'est très donc bien. là, on a zéro arrière-pensée à les traiter. Aucune. Moi, je pense qu'il faut toutes les tenter parce que l'alternative, c'est une chirurgie et c'est des chirurgies pas simples. C'est-à-dire faire une anastomose, une plastie valvulaire. C'est Ouais. pas simple non plus. Donc, il vaut mieux une bonne valvuloplastie au ballonnet bien faite que ça, à mon sens. Bicuspidie aortique, ouais, on les tente. On en a fait ensemble, Saïd d'ailleurs. Oui, tout à fait. On a fait On a dilaté un de tes patients il y a un quelques excellent temps à résultat. Casa. Ouais. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment avoir une bonne écho percatée et bien Moi, sentir le coup. Ouais, la seule complication qu'on a eue, c'est qu'on a créé une fuite en abîmant une valve chez un patient qui avait une bicuspidie euh, de type, euh, de type 2. Pourquoi? Parce que on a vraiment déchiré la valve avec le ballonnet. c'est Une belle bicuspidie type 1, coronaire gauche, coronaire droite, là, c'est un régal, hein. On la dilate, ça marche très bien, très honnêtement. C'est pas du tout une contre-indication pour moi, au contraire. Et il y a des choses dans la littérature, parce qu'à ma connaissance, on ne dilatait pas les bicuspidies jusqu'à jusqu'à Bah, récemment. très honnêtement, les sténoses valvulaires aortiques, c'est quand même majoritairement des bicuspidies like, hein. Donc, nous, Mm. on a dans le service une stratégie, on dilate toutes les valves. En tout cas, on essaye de les dilater. Euh, Sauf, je vous le dis, les bicuspidies type 2 avec des valves très, très, très remaniées, très abîmées. Là, il faut faire attention parce que au premier coup de ballon, ça peut sauter, quoi. Et là, on crée une fuite massive. Et fuite massive, ça veut dire ROS ou remplacement valvulaire. Donc, on est dans d'autres problèmes.
Bon. Mais c'est un peu comme ça qu'on a appris et malheureusement, c'est comme ça qu'on se crée de l'expérience. La sélection des patients, elle se fait comme ça. Moi, dans ma pratique, c'est pas une contre-indication, au contraire. Ouais. Ouais, Et moi, vous le faites même Et quand pour il y a revenir, l'optique plus je tardive? suis parfaitement d'accord. Parce que de toute façon, le Maroc, il a son expérience aussi en matière de Aussi, tout à dilatation de fait, ouais. valve aortique bicuspide. Et là, je rends hommage à notre Madame Seth Hatiam. Chara et à Madame Haytham. Et donc, je sais qu'on a passé parfois des heures pour rentrer dans un VG sur une valve bicuspide. Donc, le Maroc, il a son expérience en matière de valve aortique. Même le nouveau-né et le nourrisson, jusqu'à je dirais l'adulte. Alors, j'ai beaucoup de questions pour Dr Jalal. J'en ai beaucoup. Combien vous me donnez de temps pour qu'on puisse résumer beaucoup de questions ici? Je vais essayer de les résumer. Combien il nous je reste vais, pour je, pouvoir... Bien, je on finis va juste faire sur la. questions courtes, réponses courtes, rapides. Ok, alors, Allez, mais donc, je résume ces deux questions. C'est sur la fuite tricuspide dans l'Epstein. Y a-t-il possibilité de mettre un clip ou pas? non. Ok. Il y a trop de Monsieur lésions Jalal, associées. Il y a en général trop de distance entre les valves. Et puis, il y a l'atrialisation du VD qui doit être traité. Il faut mettre un anneau. Donc, on ne peut pas faire de cône percutané avec les clips, non. ok, beaucoup plus rapide, il faut être. IT massive, est-ce qu'on peut mettre des stents bicaves pour diminuer la précharge VD? Oui, excellent. J'ai pas l'expérience, mais c'est une super procédure. Ça s'appelle le CAVI. Donc, c'est des stents valvés en position cave. Ouais, ouais. Parfait. Alors, il y a notre ami Fdoual Cheb. Vous avez repêché combien de CIA par KT? Vombrel. 5, En fait, c'est 6. pas vraiment sa question. Sa question, elle a dit est-ce que le repêchage des prothèses de CIA est possible? Moi, je l'ai posé autrement. Oui, Vous en avez repêché combien? 5 ou 6. Ok. 5 ou 6. Euh, Mon euh, maître Younes me disait que la courbe d'apprentissage d'un cathétériseur, elle se finit le jour où il a repêché sa première prothèse de CIA tout seul. Voilà. tout Ça à fait fait. malheureusement partie du métier, mais voilà, ça se fait très bien. C'est pas un souci. Tout à fait. Alors, est-ce que les interventions par KT sont prises en charge par les assurances maladie? Ben, ça, c'est pas pour vous, excusez-moi, pour les Alors, tu peux assurances répondre, maladie du Maroc. vas-y, tu peux répondre toi si tu veux, mais en général, ils sont pris en charge en partie, pas en totalité, mais en partie. Les fermetures de CIV et de CIA, les fermetures de canaux, les fermetures de CIA, ils sont pas mal remboursés. Les fermetures de canaux, pas vraiment du tout. Les KT diagnostiques, ils sont pas remboursés de façon très très correcte, on Maximale. va dire, Mm. maximale. Voilà. Il reste une question, et c'est sur la sténose serrée d'une seule branche pulmonaire. Est-ce qu'elle est capable d'augmenter la PVD? Oui, oui, tout à fait. Et effectivement, j'attends ta réponse pour ça. Et je voudrais te remercier pour tes l'éthique, tout ce que tu nous as montré. Et d'ailleurs, quand tu as montré la sténose dans la branche gauche, tu avais un magnifique flux de coarctation. Et un des messages effectivement que tu as fait passer, c'est que quand on met une pédophe en suprasternale et qu'on capte cette courbe, c'est pas toujours une coarcte, c'est une coarcte de la paix gauche aussi. Absolument. C'est magnifique ce que tu as montré comme cours tout à l'heure. Donc, je te Avec laisse plaisir. répondre à cette question. Ben, la réponse c'est oui, hein. Donc, quand on a une sténose au niveau à l'origine d'une artère pulmonaire gauche, oui, on peut avoir une augmentation de la pression au niveau du ventricule droit. Ça, c'est connu, c'est clair. Et ça, on le voit aussi dans certaines situations où on peut avoir de l'hypertension pulmonaire d'un côté, des pressions normales de l'autre côté, et on va avoir des pressions dans le VD qui sont extrêmement élevées. Mais D'accord. bien, il y a deux petites questions. L'incidence des endocardites infectieuses sur valve Mélodie pour Dr Oui, Zakaria. Ah oui, j'ai pas répondu. Oui, C'est de l'ordre de 2,5 à 3%. C'est une incidence qui est très élevée. En tout cas plus élevée que les autres prothèses. Et c'est principalement dû à la veine jugulaire de bœuf qui a un tropisme bactérien qui est très élevé. Voilà. ouais, donc maintenant qu'on est revenu sur cette mélodie, je dis 2 minutes sur effectivement la découverte qui a été faite le jour où Bonhoeffer est arrivé avec sa bouteille de champagne pour dire, ben voilà, j'ai trouvé, ben, c'est la veine jugulaire, parce qu'effectivement, quand le bœuf il se met pour manger, il y a une valve
qui fait qu'il n'y a pas de Il ne fuite. refuse pas. Et donc, le sens de la fermeture de cette jugulaire va permettre la fermeture des fuites pulmonaires. Bon, eux, ils ont goûté à leur champagne. Moi, j'ai pris un petit Danone, je me rappelle. Il y a une Dernière autre question petite pour question. Jalal, Ouais, c'est... tu as vu? Vas-y, Leïla, vas-y. Vas-y, Nadia. C'est bon. Je pensais que Ok, tu l'avais pas vu. l'intervention percutanée, c'est notre ami Shahidi. Intervention percutanée sur une valve tricuspide en cas de présence d'une sonde de stimulation ou de défibrillation. Pas Zakaria? possible. Non, non. Enfin, l'intervention, le clip, non, c'est pas possible. Le clip, c'est pas possible. Bon, tu as Et il y deviné a une que autre question. tu as deviné que c'est un rythmement. Hein. Shahidi, c'est un rythmologue Qui qui est installé s'intéresse. à Riyad et qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous ce soir. Merci, Si Shahidi. Il y a Merci aussi pour une votre dernière question. question de résistance entre 3 et 6 unités ou dans une CIV. Quels sont les paramètres à prendre en considération pour indiquer l'opérabilité de l'enfant? Il faut que le QPQS soit supérieur à 1,5 Mhm. et que les résistances soient réversibles sous vasodilatateur. Donc, il faut faire un caté diagnostic préalable. Mhm. Qu'elle soit réversible, qu'elle diminue en dessous de 3. Voilà. Avec un QPQS supérieur à 1,5. Je Si pense ce n'est pas que le cas, il faut donner un traitement spécifique de tout à fait. l'hypertension pulmonaire et voir si les résistances pulmonaires vont baisser ou pas. Tout à fait. C'est des Ouais, malades qui tout sont à fait. effectivement, moi j'ai un groupe de malades effectivement qui ont des hypertensions artérielles pulmonaires sous traitement et on essaye de les rattraper et on dit qu'ils sont rattrapables, qu'ils sont réopérables et c'est effectivement ça, c'est un autre domaine. J'ai une question, j'espère que Madame Ekram ne se fâchera pas. Pour les sténoses pulmonaires distales et serrées en chapelet lors des syndromes d'Algile, vous indiquez quelle stratégie? Est-ce que vous utilisez la pipe pour la fermeture de CIA? Syndrome d'Alagile avec des sténoses en chapelet, c'est des mauvais candidats. On peut pas mettre des stents sur trop de longueur, notamment chez les enfants. Et surtout, le résultat hémodynamique est pas très bon. Donc, malheureusement, c'est pas des bons candidats pour le KT. La PIP et la CIA, très honnêtement, j'en sais rien du tout. Pour être tout à fait honnête, je pense pas qu'il y ait de stratégie particulière pour la fermeture, honnêtement. En tout cas, d'utilisation de techniques de ventilation spécifiques. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Bah, la Ouais. PIP, P-E-E-P. Moi, je pensais qu'elle parlait de l'échographie intracoronaire. Donc là, je vois pas ça la question. moi je croyais que c'était la pression expiratoire positive, Ouais, mais moi aussi, ouais. Oui, mais moi, c'est ce que j'ai P, grand P, grand E, grand E, grand P. Donc, je pense qu'elle parlait effectivement, de ouais, l'écho non, coronaire. pas d'éléments particuliers de ce côté-là, non. Il nous faut un intensiviste ou bien un réanimateur. Je vous l'ai dit dans ma première diapo. Voilà, on va inviter la prochaine fois. Voilà, Ouais, je Voilà, pense que moi, je pense qu'on a passé en revue toutes Ouais. les questions. Bravo, Monsieur Jalal. Et donc, on passe la parole, je pense, à nos brillants Professeur orateurs. Merci beaucoup, Nazi. Monsieur Saïd Charabi. Merci beaucoup, Docteur Jalal. Et on va passer la parole à tous les gens qui ont participé à cette très belle session. Masha'Allah alaikum. ouais, merci à tous et merci beaucoup pour votre modération. C'est très intéressant, très chaleureux, très enrichissant et c'est quand vous voulez. Voilà, moi je fais ça avec plaisir. Merci Saïd pour ton amitié et ton invitation. Je suis toujours très honoré et c'est toujours un bonheur. Ben, moi aussi, il me reste qu'à vous remercier infiniment notre ami Jalal pour tout ce qu'il fait. Hein. C'est pas seulement dans les webinaires, hein. Donc, tout ce qu'il fait en parallèle, dans les congrès, dans les salles de cathétérisme au Maroc. En tout cas, il est brillant. Vraiment, c'est quelqu'un de très, très brillant. On a eu la chance et le plaisir de travailler avec lui et d'apprendre beaucoup avec lui. Hein. Et on continue à le faire. Merci beaucoup, Jalal, pour tout ça. Je voulais aussi remercier la SMC au nom de notre ami le professeur Mbark Nazi et tous les membres du comité pour tout le travail qu'ils font et c'est un travail titanesque. Hein. Bravo alaikum, Allah ya'takum saha, parce que chaque semaine, il y a une manifestation
Bravo. Et puis, je voulais remercier toutes les modératrices, parce qu'il n'y a que des modératrices. Il y a un président et des modératrices. Merci pour tout et à la prochaine, Inch'Allah. Donc, nous arrivons au terme de ce 16e cours de l'Académie marocaine pratique organisé par notre cher ami professeur Saïd Chraibi, qu'on remercie énormément, en collaboration avec la Société marocaine de cardiologie. Donc, je tiens à remercier chaleureusement nos orateurs, professeur Chraibi et professeur Jalal, pour la qualité exceptionnelle de leur exposé et la richesse des messages pratiques qu'ils nous ont transmis. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses, donc c'est très passionnant. Et donc, un grand merci également aux modérateurs et modératrices, professeur Fillat, professeur Haddour, docteur Kbaj, pour l'animation des discussions et la mise en valeur des points clés pour notre pratique quotidienne. Je remercie également l'agence Beyond qui a permis c'est-à-dire le suivi de ce webinaire et la participation active, bien sûr, de l'honorable assistance. Et donc, merci à toutes et à tous et bonne soirée à tout le monde. Merci encore une Merci. fois, professeur Jalal. Merci, professeur Saïd, pour la qualité exceptionnelle de cette formation médicale continue, donc qui est vraiment valorisante.